Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de cette collection. Avec près de 840 000 naissances l'an passé, la France est l'un des pays les plus féconds de l'Union européenne et a atteint un niveau jamais observé depuis 25 ans. Mais dans cette culture de l'enfant parfait, où même les femmes célèbres racontent avec force détail le plus beau jour de leur vie, il est malvenu d'avouer son désarroi face à cet étranger qui vient de naître. Car même si plus de 80% des accouchements se passent bien, même si la grossesse n'est pas une maladie, de nombreux tabous subsistent. Le déni de grossesse, l'infanticide, l'accouchement sous X, le rejet de l'enfant imparfait. Nous allons poser ce soir des questions qui peuvent déranger. L'instinct maternel existe-t-il? Peut-on offrir à une autre l'enfant que l'on a porté? Ce soir, si vous le voulez bien, nous allons aborder ensemble les tabous de la naissance. À la découverte des tabous de la naissance. Chaque année, en France, 500 bébés naissent sous X. Comment faire en sorte que le choc de l'abandon ne soit pas un traumatisme pour ces nouveau-nés? Ta maman, pour l'instant, hein, elle réfléchit. Et en attendant, tu sais qu'on va bien s'occuper de toi. En France, le recours à une mère porteuse est interdit. Pourtant, chaque année, des centaines de couples demandent à une autre femme de porter leur bébé à l'étranger. Comme Pauline, qui a fait porter ses 3 embryons par Stella, en Californie. Je suis si impatiente de voir son visage, si émue de voir Pauline quand je lui donnerai les bébés. Lorsque le fœtus est atteint d'une maladie grave et incurable, les médecins peuvent autoriser une interruption médicale de grossesse. Maude nous raconte cette épreuve extrêmement difficile. Je me disais, mais alors on va faire comment? On va me faire une césarienne pour un enfant qui ne va pas vivre. En même temps, je peux pas accoucher, c'est même pas pensable. Séverine a rencontré Aurélie, maman de grands prématurés. À 1 mois, ses jumeaux sont encore en couveuse. Ils ne pèsent qu'1 kilo chacun. Une expérience forte et émouvante. C'est impressionnant quand même. Certaines femmes allaitent leurs enfants très tard. Quelles sont leurs motivations? Quelles sensations ressentent-elles? Quel regard leur entourage porte-t-il sur elles? Une enquête au cœur du tabou. Alors pour nous accompagner de ces questionnements et peut-être aussi de son expérience, je suis ravie d'accueillir un homme authentique, mais aussi un père, le comédien Samuel Le Bihan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes le père d'un garçon. Vous l'avez eu assez jeune. Est-ce que pour vous, être père, c'était une évidence? Oui, j'avais très envie d'être papa. De plusieurs enfants. De beaucoup d'enfants, une grande famille. En fait, je me voyais avec 9 enfants, voilà. Pourquoi 9? Je sais pas, c'est un chiffre comme ça, 9, je trouvais ça bien. Et finalement, j'ai un enfant, j'aimerais bien en avoir d'autres, mais pour l'instant, j'en ai un. Et la paternité, c'est quelque chose qui évolue chaque jour ou c'est instinctif pour vous? Moi, j'ai vraiment eu le sentiment que c'est lui qui m'a appris à devenir père. On est confronté à tellement de nouvelles choses et un point de vue tellement différent que finalement c'est un miroir sur vous-même. Il faut se re-questionner tout le temps pour pouvoir répondre à ses attentes. Et dans le fond, j'ai eu le sentiment d'être extrêmement maladroit, mais d'avoir appris à être papa grâce à lui, quoi. Et donc la paternité vous a changé? Sûrement, je pense, ouais. J'espère. Bon, avec nous, il y a Karine. Karine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez 31 ans, vous avez 3 enfants de 14 ans, 8 ans et 2 ans et demi. Oui. Alors, vous étiez toute jeune quand vous êtes devenue maman pour la première fois. Vous avez vécu ce qu'on appelle un déni total de grossesse. Tout à fait. Bon, racontez-nous ce qui s'est passé, c'est incroyable. Alors, j'ai appris que j'allais être maman le jour de mon accouchement. Vous aviez quel âge, donc? 16 ans. Vous aviez 16 ans, vous aviez mal au ventre? En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la nuit de samedi à dimanche, j'ai eu très mal au ventre. Et j'étais avec mon ami, qui est toujours mon chéri de l'époque. Le père de vos 3 enfants. Voilà, tout à fait. Et puis, je ne savais pas ce que j'avais. On m'a emmenée à l'hôpital. Et là, on m'a auscultée. Vous pensiez à quoi, une appendicite? Au départ, une appendicite. Puis comme j'étais pas très bien, la fatigue, enfin plein de choses, mais pas du tout le fait que j'allais accoucher, non. Et l'infirmière qui était là m'a auscultée. Comprenait pas non plus pourquoi j'avais mal. Je lui expliquais que j'avais mal à un endroit, que ça se durcissait, que c'était pas... voilà, quoi, c'était un peu bizarre. Elle comprenait pas non plus. Et au bout de, 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, elle a décidé d'appeler l'infirmière, la sage-femme de garde, qui est descendue et qui m'a posé des questions, qui m'a auscultée, qui m'a dit que j'étais en plein travail et que j'allais accoucher.
Non, mais c'est incroyable. Mais vous n'aviez ressenti, pendant les mois précédents, aucun des symptômes de la grossesse? Rien du tout. Vous n'avez pas grossi? Non. Du tout? J'ai rentré dans un 38 à l'époque. Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas pris 1 kilo? Pas du tout. Et les seins qui durcissaient? Non. J'étais normale, j'étais moi. Et vous n'avez pas senti le bébé bouger dans votre ventre? Bah, s'il a bougé, je ne l'ai pas senti en tout cas. Mais je ne l'ai pas ressenti du tout, non. Je faisais ma vie d'habitude, je vivais comme d'habitude, je mettais les mêmes vêtements que d'habitude. Mais vous n'aviez plus vos règles? Si, je l'ai eu quand même jusqu'à au moins 7 mois. Hein. 7 mois et demi facile. Hein. Mais c'est incroyable. Ah oui. Mais honnêtement, moi, je m'habillais normalement, quoi. Je rentrais dans les mêmes vêtements. Ça fait absolument incroyable, quoi. Surtout un 38, c'est un petit bout de bonne femme. Oui, voilà, bonne femme. Mais alors, pour ne pas changer de poids, il a fallu en perdre, finalement, quelque part, pour que l'enfant prenne une place. Bah, il était, je pense, lové tout au fond du ventre. Il faisait combien de kilos quand il... 2 kg 620, il faisait. C'était un petit... un vrai bébé, quoi. Plus le placenta, plus tout, quoi, quand même. Et c'est pour ça que vous avez fait du cheval, du toboggan et tout, quoi. Cheval, toboggan, aquatique, enfin bon, toutes les choses qu'on fait pas normalement quand on est enceinte, quoi. Quand on vous apprend, oui, vous avez mal au ventre, vous êtes en train d'accoucher, ça fait quoi? Un choc. Mais je suis restée tranquille. C'est vrai, c'est votre nature? Ah oui? Ah bon? Ah... Oui. Et le futur papa? Ben, le papa, il est rentré, il m'a fait un bisou sur le front et il m'a dit « Tu fais encore des tiennes ». C'est pas vrai? Il avait quel âge, lui? Eh ben, il avait 18 ans, encore à l'armée. Voilà. Et vous preniez pas la pilule? Non. Ah. Non, je prenais pas la pilule. Ma maman avait des a priori à ce niveau-là et effectivement, bah... Et votre maman, justement, elle a réagi comment? Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. C'est vrai? Elle culpabilisait... de quoi? Du fait de ne pas m'avoir autorisée à prendre la pilule. Et puis, 16 ans, c'est jeune. Ouais. Et puis, justement, d'être maman à 17 ans, quoi. Et donc, quand vous l'avez vu, vous l'avez aimé tout de suite ou pas? Parce que, je veux dire, en 2 heures de temps, vous avez dû vous faire à l'idée que vous alliez être maman. Oui. Tout de suite. La seule chose que j'ai dit, c'est que je ne l'entends pas pleurer. Ah. Ouais. Et je crois que c'est... Ça vous angoissait? Complètement. Ouais. Je ne l'entends pas pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et l'anesthésiste qui était à côté de moi me disait « Vous inquiétez pas, c'est un beau bébé, vous inquiétez pas ». Puis là, j'ai entendu un petit cri. Là, ouais. Vous n'avez pas douté de votre amour pour lui? Non. Vous n'êtes pas dit « Je fais du déni de grossesse parce que j'en veux pas ». Ah non. Non. Je fais un déni de grossesse parce que je fais un déni de grossesse, mais j'aime mon enfant, quoi. Bon, Sophie Marinopoulos, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne au CHU de Nantes. Comment ça peut arriver, un déni de grossesse? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce n'est pas forcément des très jeunes filles, je crois qu'il faut le redire. Hein. Ça concerne absolument toutes les tranches d'âge. Et toutes les catégories et toutes les catégories socio-professionnelles, sociales. Et donc, quand on est enceinte, il se passe un processus physiologique, mais il se passe aussi un processus psychologique. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu en fait comme un arrêt sur image, c'est-à-dire qu'il y a une non-représentation de l'attente d'un enfant. Il n'y a pas d'enfant, car il n'attendait pas d'enfant. Donc le corps a suivi la psyché, il a obéi, il ne s'est pas modifié. Quand c'est le cas jusqu'à la naissance, c'est une situation de sidération, de choc. Il y a un aspect très traumatique parce que d'abord, toutes les familles ne suivent pas. Il y a des familles qui sont aussi en état second. Les pères vont pas bien du tout, je crois qu'il faut le rappeler, parce que on s'occupe de la mère. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, on s'occupe de la mère. Il y a des choses à faire très concrètement. Vous êtes en train d'accoucher, donc tout le monde se calme, on se concentre. Pour l'instant, une seule chose à faire ensemble, accoucher, accueillir l'enfant. Donc vous imaginez, psychologiquement, ça demande quand même tout d'un coup de passer d'un état à un autre en quelques minutes. C'est une pathologie mentale, la déni de grossesse? C'est pas du tout une pathologie mentale. Alors je crois que Karine nous montre que voilà, elle est, elle est très équilibrée, tout va bien. Qui sait parler d'elle. Mais ça arrive fréquemment? Jusqu'à la naissance, ça reste un phénomène rare. Parfois dramatique, je crois qu'il faut le dire. On va évoquer tout à l'heure l'infanticide, bien sûr. Jusqu'à des femmes qui arrivent à 4, 5, 6, 7 mois de grossesse sans avoir pris conscience qu'elles étaient enceintes, oui. Ça on dit que c'est 1 sur 100, ça vous paraît plausible comme chiffre? Moi, j'ai du mal, je ne sais pas si... Moi, je n'arrive pas à chiffrer, je trouve ça très difficile, je ne sais pas comment mes collègues... Bonsoir, je vais vous présenter d'abord. Vous êtes gynécologue obstétricien et chef du service maternité au CHU de Strasbourg. Merci d'être avec nous. On n'arrive pas à chiffrer les dénis de grossesse? Moi, j'en vois une vingtaine par an. Sur un total de 6 000 naissances. Alors, vous n'avez qu'à faire
mais une vingtaine où les femmes nous ont dit qu'elles étaient dans quelque chose qui ressemble au déni. C'est sûrement une sous-estimation. Le dernier cas que j'ai vu, c'était il y a 1 mois dans le service, une femme qui a 5 enfants, ne se rend pas compte de sa 6e grossesse, est prise de contractions et les interprète comme une gastro-entérite. Et alors qu'elle a vécu 5 grossesses. Alors qu'elle a vécu 5 grossesses, c'est 5 accouchements. Avec les 5 et finit par accoucher sur les toilettes chez elle. Et dit, mais c'est incroyable, pourtant j'ai eu 5 enfants, et là, j'ai rien perçu, j'ai rien vu, j'ai eu mes règles tout le temps, elle avait eu un oubli de pilule, elle a continué à prendre sa pilule, j'ai eu mes règles tout le temps, et elle finit par ne pas interpréter les contractions comme étant des contractions, alors que c'est une femme qui a accouché 5 fois. C'est vous dire à quel point le déni peut être profond. Oui, c'est pas forcément pour les primipares. Hein. Non, ça peut arriver à n'importe quel... Ouais. Comment expliquez-vous, c'est ce que nous dit Karine, comment expliquez-vous que le bébé de 2,5 kg, plus le placenta, se loge dans un 38. Déjà 100, c'est pas évident. Oui. C'est une référence. Le 38 est une référence. La position de l'utérus dans le ventre est variable, et surtout sur une première grossesse, l'utérus peut être complètement vertical, et la croissance de l'utérus se fait de manière verticale. Et le gros ventre d'une femme enceinte est lié au relâchement des muscles de la paroi abdominale qui laisse l'utérus et son poids basculer vers l'avant. Mais certaines femmes n'ont pas cette bascule vers l'avant, même en dehors du déni de grossesse, mais ça choque toujours et le grand public et les magistrats même qui disent « Enfin, voyons, c'est impossible qu'on n'ait pas vu une grossesse à terme. » Eh bien si, c'est complètement possible que ni la femme, ni son entourage proche, ni son compagnon, ni personne ne se rende compte. Parce que vous, Karine, vous étiez en maillot de bain peu de temps avant. Ah oui. Et personne n'a jamais rien vu. Non, puis j'ai même été faire des échayages chez ma belle-sœur qui m'a vue en petite tenue et elle n'a jamais vu que j'étais enceinte. Mais ça repousse pas les intestins et tout ça? Même si ça se met... Tout remonte alors vers on le le sent. On doit pas être très très bien. On le sent quand on est capable de formuler les choses et de dire « je sens quelque chose ». Je sens qu'il y a une grosseur dans mon ventre. Mais tant qu'on n'est pas capable de le formuler, eh bien, on ne sent rien. Et il n'y a aucun symptôme. Si, j'expliquais la douleur que je ressentais, mais je n'étais pas capable d'expliquer ce que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi. Oui, mais c'était la douleur que des contractions. C'est-à-dire que le bébé, ça veut dire que le bébé est complice dans ce déni? Il ne donne pas de coup de pied? Il se loge dans un endroit et il ne bouge pas. Il grandit. Dans les cas, il ne bouge pas, pardon. Il donne des coups de pied comme tous les autres bébés, mais ils ne sont pas perçus et interprétés comme tels par la mère. Parce que pour que la mère puisse dire « il y a des coups de pied », il faut qu'elle ait intégré le fait qu'il y a un enfant, qu'il y a un bébé dans son ventre, et alors elle va ressentir les coups de pied. Sinon, ça va être interprété comme autre chose. De l'aérophagie. C'est ça. C'est interprété comme tel. C'est incroyable. On va dans des cas où le déni de grossesse peut augurer aussi des problèmes dans le lien mère-enfant. C'est pas systématique. C'est pas systématique, mais alors je trouve qu'il faut qu'on soit quand même vigilant, même si Karine nous offre un tableau un peu idyllique. J'étais entourée aussi. Vous étiez entourée, mais c'est quand même pas toujours comme ça. Donc on reste très présent et on accompagne beaucoup ces mamans-là pour justement qu'elles puissent construire un lien tranquillement, réaliser que ce bébé, oui, c'est un vrai bébé, c'est un bébé réel, il va rester là. Et c'est pas rien d'avoir un bébé réel et de pas avoir passé toutes les étapes avec un bébé qu'on a imaginé, avec lequel on a pris le temps de voyager un petit peu dans sa tête. Moi, je redoute, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas psychanalyste, plutôt les causes qui ont amené au déni. S'il y a eu déni, ce n'est pas toujours explorable par la patiente elle-même. Parfois, c'est une histoire compliquée avec ses parents, avec la possibilité de mettre un enfant au monde. Et il n'y a pas de raison que ces causes ne soient pas rémanentes et qu'elles n'entraînent pas sur le lien mère-enfant. Alors là, on est dans une situation parfaite, mais il faut bien savoir que beaucoup de dénis de grossesse se terminent par une IVG, que beaucoup de dénis de grossesse se terminent par un abandon. IVG, c'est quand on peut. C'est quand c'est un déni de grossesse de 2 mois. Au moment où le déni s'arrête, ça se termine par une IVG. C'est quand c'est tôt.
quand c'est tôt. Quand c'est plus tard, ça se termine souvent par un abandon, mais ça peut aussi se terminer par un infanticide. Donc il y a tout ça. Oui, c'est ça. Derrière le déni de grossesse, le tableau n'est pas très rose. En gros, plus le déni de grossesse a été long et prolongé, plus il va loin dans la grossesse, plus les professionnels de santé sont inquiets sur le pronostic de l'enfant. Oui, Sophie Marinopoulos, on parle régulièrement, encore ces derniers mois, il y a eu 2 affaires d'infanticide. Quel est le lien entre déni de grossesse et infanticide? Dans les cas d'infanticide, ce n'est pas un enfant. Oui, c'est ça. J'entends, alors, socialement, j'entends bien qu'il y a eu un enfant qui est décédé. Et ça, voilà, du point de vue de la justice, est condamnable, on est d'accord. D'un point de vue psychologique, elles n'attendent pas d'enfant, il n'y a pas une préméditation pour tuer l'enfant. Absolument pas. Donc, soit il y a déni de grossesse, soit déni, soit ce qu'on appelle dans notre jargon la dénégation, qui revient à dire « je sais, mais je ne veux pas savoir ». Donc, elles se savent enceintes, et c'est ce qu'il y a le plus troublant dans les enquêtes policières, parce qu'elles savaient qu'elles étaient enceintes, sauf qu'elles ont annulé la temporalité de la grossesse. C'est-à-dire, oui, je sais, mais comment vous comptiez faire, quand nous, on les a au 7e, 8e, 9e mois, comment vous comptiez faire? Je verrai, je pensais que je verrai, comme si le temps n'existait pas. C'est extrêmement troublant. Donc on est soit dans le déni, soit dans la dénégation. Dans les 2 cas de figure, elles ne prennent pas en compte la réalité de l'événement de la naissance. Et l'enfant va en mourir. Vous êtes expert auprès des tribunaux dans ces affaires d'infanticide. Vous considérez ces femmes comme coupables? Oui, elles ont commis, bien entendu, elles ont commis un acte. C'est très important qu'il y ait une intervention de la réalité qui leur rappelle qu'elles sont devenues mères d'un enfant qu'elles ont tué. Maintenant, à nous aussi d'être capables d'avoir une capacité à entendre leurs propres difficultés et à les condamner d'une façon pas trop non plus excessive comme on peut le voir maintenant, parce qu'on leur fait payer très 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 cher. Vous, professeur Nizan, vous en pensez quoi? La dernière expertise que j'ai eu à faire sur ce sujet, c'est une jeune femme de 20 ans qui a un copain et elle prend sa pilule, elle en oublie une, elle ne se rend pas compte qu'une grossesse débute et au 7e mois, alors qu'elle revient de son travail nocturnement, elle est prise de douleur dans son bas-ventre, elle s'arrête, elle se met dans la forêt parce qu'elle pense qu'elle a un embarras digestif et c'est pas une diarrhée, mais c'est un bébé de 1800 grammes qui sort, mais comme elle accouche toute seule, l'accouchement se fait de manière difficile, le bébé sort mal. Il naît en état de mort apparente. Elle est complètement paniquée parce qu'elle sait pas. Elle est sidérée. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Dans cette forêt, au mois de novembre et la nuit, l'enfant meurt, bien entendu, parce que 1700 grammes tout nu dans la forêt, il meurt. Et cette petite de 20 ans est condamnée ou menacée d'être condamnée pour infanticide. C'est pas un infanticide parce qu'il n'y avait pas d'enfant et que c'est pas possible à 20 ans de se rendre compte quand il y a un enfant qui naît qu'il faut lui donner des soins, qu'il faut aller à l'hôpital. Elle n'est pas allée à l'hôpital puisqu'elle pensait avoir une diarrhée. Donc on est là dans quelque chose qui est considéré par la justice comme un infanticide, mais qui n'en est pas un. Et je pense que dans ces cas-là, il faut éclairer les magistrats pour leur dire attendez, c'est pas l'infanticide d'une femme qui connaissait son enfant et qui l'a tué, parce que ça c'est complètement différent. On est dans quelque chose où la femme découvre en même temps tout et qu'elle ne peut pas faire tout ce chemin de 9 mois en quelques secondes. Bien sûr. Surtout si elle est seule. Ça reste très compliqué. Hein. Le déni de grossesse, c'est vraiment très troublant. Bon, vous, Karine, vous êtes éclatée dans vos 2 autres grossesses, alors? Ah oui. Vous avez eu des symptômes? Oui, des bons symptômes. Et puis le deuxième, 4,3 kg à la naissance. À terme, bien, j'étais, bien. Ça vous a fait plaisir de vivre des grossesses pleinement ou pas? Complètement. Ça vous a rassuré? On redécouvre une grossesse, entre guillemets, qu'on n'a pas réellement vécue pour le premier. Et effectivement, j'étais épanouie, j'étais bien. Voilà, quoi. Mes enfants étaient bien aussi, et voilà. Et les 3 vont bien? Et les 3 vont très, très bien. Et Kevin connaît son histoire ou c'est tabou? Kevin connaît son histoire, c'est pas tabou du tout. C'est le bébé surprise de toute la famille, donc il connaît vraiment beaucoup son histoire. Il en est fier d'ailleurs. Il l'expose pas, mais il sait qu'il est arrivé, comme ça, un jour de 30 octobre, et puis voilà quoi. Et il est content d'avoir son histoire aussi. Ah ça c'est vrai que c'est pas. Ouais. C'est à part, hein. Peu commun. J'avoue. Bon, merci Karine pour votre témoignage. De rien.
Bon, autre tabou de la naissance, parfois lié au déni de grossesse, c'est l'accouchement sous X. Alors, avant la légalisation de l'IVG, on dénombrait 10 000 accouchements sous X par an. Aujourd'hui, il y a encore 500 bébés environ qui naissent sous X chaque année en France. Les 2/3 des mères de ces enfants ont moins de 25 ans, sont sans autonomie, sans ressources, sachant que les mères ont un délai de 2 mois pour se rétracter et pour récupérer éventuellement leur enfant. Qu'advient-il de ces nouveau-nés avant qu'ils ne soient adoptables? Marion Wegrove a suivi l'un d'entre eux pendant ses premiers jours de vie. Est-ce qu'on t'a dit ce qui allait se passer pour toi? Tu sais que je vais t'emmener chez une tata? Ouais. Ben oui. Ta maman, pour l'instant, hein, elle réfléchit. Elle réfléchit, elle a le droit, tu sais. Oh oui, je pense que ça a dû être difficile pour elle. Hein? Donc elle réfléchit. Et en attendant, tu sais qu'on va bien s'occuper de toi. Ouais. Tu soupires, hein? Tu vas être au chaud, tu vas bien manger. Ah, ça te fait rire, hein? Tu auras des petits câlins. Ouais. Ah, t'essayes de me voir. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Tu vas voir, tu vas y arriver. Bon, oui, tu me fais un sourire. C'est un sourire de bienvenue. Hein? Dis. Oui. La mère de ce bébé, SDF en grande précarité, a choisi d'accoucher sous X et de le confier à l'aide sociale à l'enfance pour qu'il soit adopté. Cette décision lourde de conséquences est révocable pendant 2 mois. Noëlla, la puéricultrice du placement familial, vient le chercher à la maternité. Il a 6 jours. Elles ont écrit leur petit cahier. Il est là. Ah, super. Qui c'est qui a écrit? C'est moi. Ah, t'as pas mis ton prénom? Bah, tu aurais pu? Je suis mis à la fin. Ouais, c'est bien que tu y mettes que t'as pris plaisir à lui écrire ces petits mots. Non? Hein, c'est important pour lui. Ces naissances cachées mettent mal à l'aise. Difficile d'imaginer qu'un nouveau-né abandonné par sa mère puisse démarrer sa vie sans dommage. Lui parler en lui expliquant ce qui lui arrive est une manière de l'aider à survivre à cette rupture. Quand ils reviennent, ils disent toujours ouais, ok. Alors moi, je sais pas si tu comprends ce que je te dis. Je sais pas. Mais en tout cas, tu m'as fait des sourires, des mimiques. Hein? Tu me réponds par des petits grognements. Alors peut-être c'est l'intonation de ma voix, peut-être c'est l'émotion qui passe, je sais pas. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a quelque chose que tu as compris. Parce que tu m'as souri. Tu as essayé de me regarder. Hein? Et puis tu sais, ton histoire, je te la raconterai aussi, au fur et à mesure de ce qui va t'arriver. Si on a des nouvelles de ta maman, je te le dirai, même si elle vient pas te voir, mais si elle téléphone, qu'elle demande de tes nouvelles, on pourra lui en donner. Hein? On la rassurera si elle veut savoir si tu es adoptée. Oui, tout ça. Tout ça. Oh, tu ouvres grand tes yeux. Oh, ça te plaît? Dis. T'es merveilleux. Ouais, tu vas être une merveille. T'es d'accord? Oh, mon Dieu. Bah là, je pars avec le bébé. C'est vrai que je pense beaucoup à sa mère. C'est une démarche quand même pas facile. Et je suis très respectueuse parce qu'elle s'est projetée dans l'avenir pour son enfant, c'est-à-dire qu'elle lui propose une autre carte de visite que la vie qu'elle pouvait lui proposer, même si c'est une situation douloureuse, pas évidente, et que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Pour bien grandir, le bébé a besoin d'une relation d'attachement fort, où il sent qu'il peut compter sur la personne qui s'occupe de lui. C'est pour ça que dans le Val-de-Marne, plutôt que d'être en collectivité, les bébés sous X sont placés en famille d'accueil. Le reste là. Bonjour. Je suis un peu les mains prises puis mon landau roule pas droit aujourd'hui. Alors voilà, je vais te présenter Tata. Oh là là là. Ah, regarde. Qu'est-ce qu'il a comme cheveux, dis donc? Regarde, c'est Tata qui va s'occuper de toi. Hein? Dis. Tu sais qu'après, écoute-moi, tu sais qu'après, moi, je te prends plus dans les bras. Je passe le relais à Tata. Et moi, je viendrai toujours te parler. Hein, tu reconnaîtras ma voix. Mais je te prendrai plus dans les bras parce qu'on n'a pas d'avenir ensemble. Hein? Un petit caca.
Petit caca bienvenue, tu déposes ton cadeau en arrivant. Ça va? Moi, à la maternité, j'ai eu très peu d'éléments sur les conditions de naissance de cet enfant et sur sa mère. De toute façon, habituellement... Non, moi je ne veux pas vraiment savoir, ça change rien. Moi, pour ce bébé, ça change rien. Sauf si, bien sûr, il y avait des soucis médicaux ou des soucis vraiment à l'accouchement. Mais quand tout va bien, je crois que c'est mieux de ne pas savoir. On finit une histoire, on en recommence une, puis voilà. France accueille des bébés nés sous X depuis 17 ans. Celui-ci est le 31e dont elle s'occupe pour 2 mois. Tu me regardes un petit peu? Tu m'écoutes? Ouais, je vois que tu es attentif. Je ne suis pas maman, je suis tata. Tu as l'air d'aller bien. Tu pleures pas, c'est bien, tu m'as bien écouté. Il faut le prévenir, lui parler pour le prévenir, mais aussi pour moi, je pense que je me protège aussi moi, en fait. Effectivement, toute la difficulté, aussi bien pour le bébé que pour l'assistante familiale, c'est de devoir se séparer au bout de 2 mois. C'est pour ça que l'équipe du placement familial est très présente. Sylvaine, la pédiatre, voit les bébés tous les 15 jours, plus souvent qu'il ne serait en réalité nécessaire. Tout notre travail est là, de donner du sens à ce séjour et de faire en sorte que l'attachement soit le plus juste possible, dans cette juste distance. Le sentiment est là, bien sûr, on ne pourrait pas faire ce travail-là sans sentiment, mais bien entendu qu'on sait, nous, nos limites. Le souci, c'est que l'assistante maternelle ne s'approprie le bébé, ce qui rendrait complètement impossible son départ en famille adoptive ou si sa mère de naissance revient sur sa décision. Si vous voulez, bien entendu qu'on ne pourrait pas travailler non plus sans l'équipe qui nous le rappelle, qui nous dit que ce bébé, il est prêt pour l'adoption. Bonne journée, Sylvaine. Moi aussi. À bientôt. S'attacher sans s'attacher, cela peut paraître paradoxal, surtout pour un nouveau-né. Vida, la psychologue, lui rend visite régulièrement pour surveiller son évolution et voir comment il prend ses marques. Ah là là, on se dépêche, le bébé pleure. Ah oui, c'est la grosse femme. On a eu des bébés qui étaient beaucoup plus en souffrance. Lui est particulièrement détendu, particulièrement attentif, réceptif à ce qu'on lui dit. En général, ce qu'on observe, c'est lorsque les mères ont parlé avec leur bébé, lorsqu'elles ont pu mettre des mots sur ce qui se passait, ce qui allait se passer pour eux, et pourquoi elles ne pouvaient pas s'en occuper. Les bébés sont beaucoup plus paisibles, plus tranquilles, et ils acceptent plus facilement de nouer une relation avec l'assistante familiale. Sophie Marinopoulos, on voit dans le sujet la puéricultrice qui raconte son histoire à son bébé. Comment est-ce qu'on se construit quand on a été abandonné à la naissance ? Alors on se construit avec cette séparation de départ, mais je crois qu'il faut faire attention de ne pas tomber non plus dans l'idée que parce qu'il y a eu un abandon, il y a obligatoirement traumatisme. Je crois que c'est important de le dire et de le redire. C'est pas systématique ? C'est pas forcément traumatique, on peut construire sur n'importe quelle histoire de vie. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre des mots, alors ce qu'elles font avec beaucoup d'applications, on le voit, toutes les professionnels qui sont autour de cet enfant, c'est-à-dire qu'on cet enfant est accueilli dans le monde des humains, il est parlé, il est nommé, on l'imprègne de mots. Alors c'est tout le travail de Françoise Dolto qui disait le bébé, c'est pas une personne, c'est un sujet. Et quand on dit c'est un sujet, ça veut dire sujet de l'inconscient, ça veut dire qu'il est capable d'enregistrer toutes les émotions et toute la vie affective, et c'est ça qui le relie dans le désir de vie, dans la pulsion de vie, et c'est ça qui fait qu'il va avoir envie de continuer. Après, quand il sera plus grand, il va construire une histoire dans laquelle il va faire intervenir son propre roman, et puis il va aller y voir de plus près, il va aller se demander pourquoi est-ce que sa mère de naissance ne l'a pas gardé, pourquoi son père de naissance n'était pas là. Il va interroger, il va poser des questions existentielles, peut-être d'une façon plus forte que d'autres enfants, mais pour autant, il peut aussi fabriquer une histoire de vie. Je tiens à le dire parce que très souvent, il y a beaucoup de médiatisation autour des adultes qui ont été souvent adoptés, d'ailleurs pour la plupart, et qui sont en colère. Ce sont des adultes en colère. Ce ne sont pas des enfants. Ils parlent au nom des enfants, mais ils parlent au nom des enfants en étant des adultes en colère. Ce n'est pas la même chose. Je crois que c'est très important de le redire.
Noëlla, dans le reportage, dit clairement que la mère a décidé de donner une seconde chance à son bébé. Elle était SDF, sans ressources. Mais pourtant, il y a beaucoup de femmes qui sont dans une grande précarité, qui décident de garder, d'élever leur enfant. Qu'est-ce qui fait qu'on va accepter, ou je ne sais pas si c'est un choix, d'accoucher sous X ou pas? Alors là encore, on est face à des histoires très singulières. Bon, cette jeune femme dont vous parlez, elle est SDF et sans ressources. Moi, ça fait maintenant 22 ans que je suis en maternité. Ça fait 18 ans qu'on m'a confié l'accueil des mères qui abandonnent leur enfant à la naissance. Des SDF sans ressources, j'en ai quasiment jamais vu. Il y en a, mais c'est loin d'être la majorité. On est encore face à des profils extrêmement variés. Il y a des femmes qui ont déjà des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des couples aussi qui viennent et qui ne peuvent pas continuer leur histoire de vie avec cet enfant. Cet enfant vient vraiment signifier quelque chose d'une histoire qui est impossible. Et en effet, à ce moment-là, les parents de naissance font tout un travail de projection de l'enfant avec d'autres parents, et c'est comme ça qu'ils dessinent des parents adoptifs. Et alors, on peut parler de seconde chance, je ne sais pas si c'est une seconde chance, mais en tous les cas, on les voit très attentifs à ce que cet enfant dont ils se séparent, ils puissent aller dans une autre histoire. Vraiment, en fait, c'est peut-être aussi un message d'espoir pour tous ceux qui ont été abandonnés à la naissance. Toutes les personnes que vous connaissez, tous les parents qui abandonnent leur enfant, ont vraiment le projet qu'il ait une vie meilleure avec d'autres. Alors, pour ceux que j'ai reçus et ceux que je connais, oui, en effet, ils parlent vraiment de l'enfant, ils le confient et ils ont une capacité. D'ailleurs, ils le disent à l'enfant. Ils lui disent, je veux. Alors, ils le disent avec des mots très tendres, c'est toujours très touchant. Je veux que tu sois sage, je veux que tu puisses aller dans une autre histoire. Nous, on l'a fait pour toi. Enfin, il y a vraiment tout un renoncement à l'enfant. C'est des situations de très, très grande souffrance. Excusez-moi, la question est un peu triviale sans doute, mais pourquoi ils n'ont pas avorté ? En général, on est dans des situations où la découverte de la grossesse a été très tardive. Là encore, oui, plutôt 4e mois, et c'est trop tard. Donc, il faut penser à autre chose. Professeur Nizan, il y a seulement la France et l'Autriche qui autorisent les mères à accoucher anonymement, sans laisser aucune trace. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire évoluer la législation de l'accouchement sous X ? Je pense qu'il faut la faire évoluer. Quand on n'est que 2 pays sur toute la collectivité internationale à faire quelque chose, c'est pas forcément que tous les autres ont tort. Donc, personnellement, je remets en question la légitimité de l'accouchement sous X. Bien sûr, pas de l'abandon, mais de l'accouchement sous X. Mais dans les autres pays, juste, ils donnent leur nom ? Ils donnent leur nom, où les femmes parfois déposent un enfant dans un hôpital. Je vous rappelle qu'en Allemagne, ils viennent de réinstaurer des systèmes de tourniquets, c'est-à-dire comme dans le temps passé, dans les hôtels-dieux, il y avait un endroit où on savait qu'on pouvait déposer l'enfant et tourner pour qu'il soit au chaud. Et je pense que pour un enfant, ne pas savoir qui est son père, c'est sûrement difficile. Ne pas savoir du tout qui est sa mère et n'avoir rien, aucune information, c'est difficile de ne pas intégrer ça comme étant pourquoi elle m'a jeté, pourquoi, mais j'étais rien pour elle. Il y a une espèce de revendication beaucoup plus forte que je sens de la part des gens qui ne connaissent pas leur mère que de la part des gens qui ne connaissent pas leur père. Et puis en plus, il y a une remarque philosophique par rapport à cela, c'est que la loi, elle est faite pour protéger le plus faible. Or là, on est dans un conflit d'intérêts entre la mère et l'enfant, et la loi a arbitré ce conflit d'intérêts en donnant tous les droits à la mère et aucun droit à l'enfant. Donc je suis favorable à ce qu'il y ait une relecture de cette loi à la lueur du fait qu'il n'y a pas d'accouchement sous X dans la plupart des pays du monde où on ne s'en sort pas plus mal. J'entends bien ce que dit Israël Nizan. D'accord, ça serait très bien de pouvoir penser sans accouchement sous X, sauf que collectivement, dans notre pensée collective, nous ne sommes pas prêts. Vous avez vu comment on est en train de tenir une image de la mère tellement idéalisée. La mère qui défaille est en danger. Elle est immédiatement mal vue, mal perçue. Elle va créer du traumatisme parce qu'elle a accouché sous X. Enfin, si on était capable de l'accueillir, de l'accompagner, de lui parler, de l'aider à faire advenir des mots de sa propre histoire, mais elle aussi va avoir envie, besoin de faire la même chose pour son propre enfant. C'est notre aptitude à tolérer et à accompagner qui fait qu'on est capable d'être humain ensemble et en effet d'accompagner ses enfants dans la vie. Bon, la représentation de la bonne mère, on va en parler aussi maintenant avec vous, Nadège, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 42 ans. Vous êtes maman de 2 garçons qui sont âgés de 23 et de 12 ans et maman d'une petite Eva qui a 8 ans. Vous avez ardemment souhaité avoir une petite fille. Oui, c'est-à-dire j'ai jamais eu le souhait d'être maman, donc mon premier garçon est venu comme ça. Mais
En revanche, à chaque fois que j'attendais un enfant, je voulais une petite fille. Et donc là, pour mon troisième enfant, j'étais vraiment dans l'attente d'une petite fille. J'ai préparé les petits pyjamas. Alors, je fais une boulimie de rose, que ce soit mes propres vêtements ou les vêtements de mon enfant. Et donc, on avait choisi le prénom d'Eva. Et je me suis aperçue assez vite que quelque chose n'allait pas. Parce que très peu de temps après l'accouchement, j'étais encore à la maternité, j'ai commencé déjà par me tromper de prénom en l'appelant. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je me souviens très bien du mouvement de recul que j'ai eu en me disant mais enfin quand même Nadège, t'as voulu une fille et déjà tu te trompes de prénom. Et puis c'est vrai que tous les soirs au moment où mon mari me quittait avec les enfants, j'ai commencé à ressentir un peu d'angoisse, me sentir seule. Bon, comme toute maman, je me suis dit ça y est, c'est le baby blues. De retour chez moi, c'est vrai que je me suis trouvée donc avec ce troisième enfant et d'un seul coup, j'ai vraiment commencé à me sentir un peu débordée et au fur et à mesure que les jours passaient, je me sentais vraiment seule avec elle. Alors que mon mari était toujours en congé paternité. Donc il était là. Oui, il était là, il essayait de m'aider au maximum et malgré cela, malgré sa présence, je me sentais de plus en plus seule avec cet enfant. Je redoutais à chaque fois qu'elle allait se réveiller. Je lui avais même trouvé un surnom horrible. C'était en 99, il était sorti un film qui s'appelait Godzilla. Et quand je la voyais dans son transat, elle ouvrait un œil, je disais, tiens, il y a Godzilla qui se réveille. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça, on ne peut pas appeler son enfant Godzilla. Et là, je me suis dit... Ça vous a un peu alerté? Oui, ça m'a alerté. En même temps, ce qui m'a alerté, c'est que j'allais pas bien. Mais vous pleuriez? Vous étiez dans quel état? Je pleurais pas encore. C'était plutôt... je me sentais déprimée, je me sentais angoissée. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des crises d'angoisse. Je ne savais même pas ce que c'était. J'étais vraiment dépourvue. C'était mon troisième enfant et je me suis retrouvée plus dépourvue, démunie qu'un premier. Mais ce qui est vraiment arrivé, j'allais dire, au galop, c'est un malaise. Tous les jours, un malaise. Me lever pour s'occuper de ma petite fille. J'avais pas de plaisir à le faire. J'avais pas de plaisir à l'allaiter. J'ai fait appel à une puéricultrice de quartier. Et cette puéricultrice était formée pour voir un peu si les mamans ça allait bien avec leur bébé. Et donc elle m'a laissé parler et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas comme avec les deux premiers. Et donc elle m'a donné l'adresse de l'unité de maternologie de Saint-Cyr. Elle m'a dit, écoutez, voilà, bon, j'ai vu maternologie, alors c'est vrai que ça m'a parlé un petit peu, materner. Elle m'a dit, si vous voulez, si vous vous sentez pas bien, vous téléphonez. Mais pourquoi vous sentiez que vous étiez en danger ou le bébé? Oui, j'étais les deux. C'est-à-dire, évidemment, j'avais peur de lui faire du mal, je ne supportais plus ses pleurs. Et ce jour-là, j'étais seule pour la première fois, mon mari reprenait son travail. Et là, je me suis dit, ça ne le fera pas. Donc, vous ne pouviez pas être seule avec votre fille? Non, quoi. Impossible. Enfin, mais vous l'aimiez ou pas à cette époque? Alors, j'avais le sentiment que je l'aimais parce que je n'avais pas réfléchi là-dessus. Je n'avais pas encore senti que c'était une difficulté d'attachement. Et en revanche, c'est lorsque j'ai été hospitalisée que là j'ai vu... Donc c'est vous qui avez demandé d'être hospitalisée? Oui. Alors, une fois dans cette unité, je me suis posée. Donc sur le coup, vous ressentez un immense soulagement parce que vous vous dites « on va s'occuper de moi. Si je fais quoi que ce soit, il y aura quelqu'un qui s'occupera du bébé ». Et puis, une fois que vous vous êtes posé, vous commencez à réfléchir. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive au troisième enfant? Donc, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas de baiser, il n'y avait pas tout ça à l'époque? Il y avait des câlins, mais c'était... J'essayais de faire de mon mieux. C'est-à-dire, je ne me forçais pas, c'était pas ça. Il n'y avait pas de dégoût par rapport à cet enfant, ni de haine. Il y avait simplement que ça n'allait pas jusqu'au cœur. C'était plus intellectuel. Je savais que j'étais sa mère, ça, j'en ai jamais douté. C'était plus pour moi une erreur quelque part d'avoir voulu cet enfant et je m'en voulais énormément et j'étais consciente aussi que si je n'arrivais pas à résoudre ce problème d'attachement parce que j'ai fini par mettre des mots en me disant je ne sais pas si je l'aime, si je n'arrive pas à faire ma vie avec cet enfant, j'ai plus qu'à disparaître d'une manière ou d'une autre, disparaître physiquement ou pour moi c'était la fin de tout quoi. Sophie Marinopoulos, vous dites quelque chose qui est très difficile à entendre. Vous dites que l'instinct maternel n'existe pas. Oui, l'instinct maternel n'existe pas. Je pense que c'est
C'est un beau mythe, on y tient beaucoup, on y tient tous, mais à un moment, je crois qu'il faut un petit peu le dénoncer pour que les mères puissent s'épanouir et aller chacune à leur vitesse à la découverte de leur enfant et dans le lien avec leur enfant. Qu'est-ce qui n'existe pas? C'est l'instinct, c'est le côté animal. C'est l'idée qu'on saurait tout de l'autre. Voilà, c'est l'idée que quand on attend un enfant, d'abord, tout est beau, tout est rose, tout va bien, et au moment où on le voit, il y a un déclic. Le déclic, c'est l'instinct. Voilà, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est terrible, parce que si vous ne l'avez pas, vous imaginez. L'instinct maternel, ça existe chez les animaux? Alors, l'instinct maternel chez les animaux... On ne sait pas. Je ne sais pas, je ne me lance pas. Ah si, professeur Nizan, attendez. Oui, on va laisser Israël, parce que... Chez les animaux, une chienne reconnaît ses chiots, une chatte reconnaît ses chatons. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de lui dire où il est. Une femme ne reconnaît pas son enfant si vous lui en montrez 10 après la naissance. Ouais. D'ailleurs, c'est une des grandes angoisses. Ouais. Les humains savent très bien qu'ils n'ont pas d'instinct, qu'ils sont complètement dépourvus d'instinct, ils le savent. Donc, pourquoi? Est-ce que la femme aurait plus d'instinct que l'homme? Oui, c'est ça, l'instinct maternel n'existe pas plus que l'instinct paternel. Non, mais il y a des hommes qui disent qu'ils ont un instinct paternel. Ils sont peut-être alors dans le monde animal, mais les hommes humains, ils n'ont pas d'instinct. Samuel Le Bihan, quand votre fils est né... L'instinct paternel? Non, c'est ce que je racontais tout à l'heure en début d'émission. C'est lui qui m'a appris à devenir père. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant et on se rend compte à quel point on met une pression sur les mères, comme quoi il faut justement qu'elles aient cet instinct, qu'elles soient des mères parfaites. On attend une image assez idyllique de la mère finalement. Et elles sont toujours dans cette représentation, aussi vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du compagnon. Alors que bien souvent, elles vivent des angoisses avec une extrême solitude. Mais comment vous expliquez que certaines mamans, dès qu'elles accouchent, c'est comme si elles savaient? Alors, il y a des mamans qui, d'emblée, sont en empathie, c'est-à-dire qu'elles ont une aptitude à immédiatement percevoir, ressentir, éprouver les besoins de leur enfant, qui font qu'elles sont immédiatement dans une harmonie, dans un état d'harmonie. Elles ont construit une relation avec l'enfant depuis des mois. Depuis le test de grossesse positif, il va être comme ci, il va être comme ça. Elles l'ont anticipé et elles ont construit une relation avec lui. Et puis quand il est là et qu'elles peuvent le serrer dans les bras, elles ont l'impression d'avoir l'instinct. Mais c'est rien d'autre qu'une construction psychique. Nadège, vous avez mis 2 ans avant de vous en sortir. Vraiment 2 ans et demi à ce que le dernière petite trace d'angoisse d'être avec mon enfant. Alors ça n'a pas été 2 ans et demi de douleur, de souffrance. L'attachement s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu un déclic. Il fallait que je crois qu'il fallait vraiment que je traverse cette première partie de son enfance, accompagnée, et j'ai mis, 2 ans et demi, mais ça n'a pas été pour moi 2 ans et demi de dépression ou de pathologie. C'était mon chemin, notre chemin de maternité, toutes les deux. À un moment donné, vous avez quand même pensé la confier à une famille d'adoption. Effectivement, un jour de grande détresse, j'ai téléphoné, je me souviens, à l'assistante sociale. Bon, je ne savais pas du tout ce que c'était une famille d'accueil, mais je m'étais dit, si je ne peux pas sortir de l'unité mère-enfant en me retrouvant avec ma petite fille toute la journée, j'étais dans une certaine forme d'abandon. La confier à quelqu'un qui s'en occuperait mieux que moi. Et votre mari réagissait comment? Alors, mon mari était présent, mais il était aussi dans l'observation. Il ne savait pas ce qui se passait. Donc, il devait être désemparé quand même. Il était désemparé. Je pense qu'il était confiant quand même, parce que j'étais prise en charge, parce qu'il voyait bien que j'avais quand même espoir que ça irait mieux. Mais je me suis vraiment remise entièrement au thérapeute, parce qu'à un moment donné, je ne voyais plus en moi ce qui pouvait faire lien avec cet enfant. Et aujourd'hui, vous lui dites que vous l'aimez ? Ah oui, il n'y a pas de... Je n'en abuse pas, parce qu'effectivement, quand on a traversé des moments comme ça, on aurait tendance à vouloir compenser, rattraper. J'essaie de lui faire porter le moins possible cette histoire, mais c'est aussi son histoire, c'est notre histoire de toute façon. Donc c'est pas tabou entre vous deux? Vous l'avez raconté cette histoire? Oui, mais j'allais dire, elle baigne dedans depuis le début, parce qu'elle avait été hospitalisée avec moi, parce que j'en ai toujours parlé. C'est pas forcément elle, mais elle est là, elle écoute. De temps en temps, elle me pose des questions. Je vais jamais plus loin. Voilà, je lui dis ce qu'elle peut entendre. Et puis, non, ça fait partie de son histoire.
Vous avez fondé une association. Tout à fait. Vous entendez beaucoup de mères qui ont été comme vous, qui ont eu du mal? Depuis 8 ans, je témoigne. Ce sont des centaines et des centaines de témoignages. Et nous avons créé à plusieurs mamans donc l'association Maman Blues pour que chaque maman puisse, au moins sur le forum de discussion, de manière anonyme, venir raconter leur histoire. Alors, quelquefois, c'est 2-3 messages. Venir, quelquefois, c'est des demandes urgentes de prise en charge, parce que bien souvent, ces mamans se voient entendre « Mais non, ça va pas si mal, c'est un baby blues. Mais non, votre bébé va bien. » Ça clôt la parole. Du coup, on se soumet au diagnostic, donc baby blues, dépression, mais c'est pas ça dans les ça femmes passe pas tout seul. Moi, ce que je voulais dire, par contre, et je profite, parce qu'en effet, comme c'est un sujet tabou, et que notre société ne supporte pas l'idée qu'une mère peut défaillir, elle ne prend pas soin des mères. Notre santé publique n'offre quasiment pas de budget pour des lieux d'accueil comme celui-là. Nous n'avons quasiment pas de place, il faut le dire. Des lits mère-enfant, nous n'en avons quasiment jamais. Je peux les compter sur les doigts de la main par département. S'il y en a 5, 6, 7 dans les départements, c'est une honte. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas de lieu de soins. Nous ne savons pas penser la santé psychique en santé publique. Et vraiment, je tiens à le dire et le redire en m'appuyant sur votre témoignage. Il faut le dénoncer. Parce qu'on a tendance à penser qu'elles n'ont pas toutes besoin, les mères, d'être hospitalisées. Il faut savoir, c'est quand vous êtes dans une unité mère-enfant, vous pouvez vous effondrer vraiment sous un regard bienveillant. Vous ne pouvez pas vous autoriser ça chez vous. Alors chez vous, la dépression, elle galope, parce qu'on ne peut pas être prise en charge. On ne peut pas s'effondrer devant son mari, ni devant ses enfants. C'est impossible. Merci beaucoup, Nadège. On va mettre évidemment les coordonnées de votre association sur le site internet de France 2. Il y a certaines femmes qui sont privées d'utérus, mais pas d'ovulation. Pour elles sont donc dans l'impossibilité de développer une grossesse. En France, le recours à une mère porteuse est interdit par la loi depuis 1994 et pourtant chaque année, on estime à 400 le nombre de couples français qui demanderaient à une autre femme de porter leur bébé à l'étranger. Comme Pauline qui a fait porter ses 3 embryons par Stella en Californie. Et Irma Kervran a suivi les derniers jours de cette grossesse particulière. Je suis née sans utérus. Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, les mères porteuses, ça existe. » Sur Internet, Pauline a fait la connaissance de Stella, une Américaine qui accepte de porter ses enfants. Après une première rencontre, une fécondation in vitro avec les ovocytes de Pauline et le sperme de son mari est décidée. Puis, l'implantation est faite aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, une grossesse multiple se confirme. J'aime bien voir son ventre grossir, ça me fait du bien de le voir. Et si elle grossit, c'est que tout va bien. C'est super. Malgré une forte relation entre les deux femmes, Pauline a souffert de vivre la grossesse à distance. Quand elle va enfin rejoindre Stella en Californie, l'angoisse de voir naître ses bébés prématurément s'apaise et toutes les deux se préparent à vivre la naissance ensemble. Pour plus de sécurité, une césarienne est programmée. Je ne me voyais pas prendre l'avion en sachant que mes enfants étaient déjà nés. Je vais assister à leur naissance, ça sera un très très beau cadeau. Dans certains États des États-Unis, la gestation pour autrui est parfaitement encadrée sur le plan médical, psychologique et légal. On avait beaucoup de points communs, on a exercé le même métier, on a quasiment le même âge. On s'entend très très bien. Je suis ravie que ce soit elle qui porte mes enfants. Si j'avais à refaire un choix, je ferais le même. Je dis toujours à mes enfants que dans mon ventre, ce sont les bébés de Pauline. Et ils seront là bientôt. Mon petit de 3 ans, lui aussi, parle des bébés de Pauline. Depuis que je suis arrivée, il ne bouge pas. C'est terrible, hein? Quand j'étais enceinte de mes jumeaux, tu sais, j'adorais ça. C'était mes bébés. Je m'amusais à acheter des vêtements, à choisir les prénoms. Avec ces bébés-là, c'est agréable. Je connais leurs noms puisqu'on les a dit et je peux les appeler par leurs prénoms. Mais ils sont comme mes neveux et nièces. Je les aime, mais je suis aussi très contente de ne pas les avoir en plus des miens à la maison. Avant que nous ne soyons enceintes, nous avons discuté de la possibilité de faire une réduction d'embryons.
Leur désir était d'avoir 2 enfants, car 3 c'est beaucoup et cela comporte de gros risques. Donc nous avons discuté d'une éventuelle réduction au départ, et puis nous avons eu la première échographie, nous avons entendu les battements de cœur des bébés, nous les avons tous vus, et nous n'avons plus jamais reparlé de réduction. Comment vous sentez-vous? Eh bien, un peu fatiguée. Vous êtes vraiment formidable. Peu de gens sont capables d'aller aussi loin. Ça va si j'éteins la lumière? Je sais déjà que bébé A est bien calé ici, puis un garçon par ici et une fille par là. Alors, quel est le bébé A? C'est une fille. Ok, donc fille, garçon et fille. Oui. Nous les désignerons comme A, B et C. Je m'imagine assez facilement avec eux. Je sais que ça va être dur. Mais bon, par rapport à ce que nous avons vécu auparavant, ce ne sera que du bonheur, donc c'est pas grave. Elle me disturbe. Oh, elle te ressemble. C'est vrai. Il y a des bras et des jambes partout. Hein. Waouh, je sais. C'est un garçon? Non, c'est le bébé C, c'est une fille. Et bébé est par là. B comme boy. Maintenant, je vais avoir mes enfants, donc j'ai gagné. Actuellement, en France, c'est interdit. Il faut que ça change. Les nounous, c'est ainsi qu'on appelle les mères porteuses aux États-Unis. Toujours mères elles-mêmes, elles tissent des liens d'amitié entre elles et ont l'habitude de se retrouver régulièrement. La gestation pour autrui se vit au grand jour et est totalement compatible avec une vie familiale bien remplie. Bonjour, vous êtes la mère de ces 3 merveilleux bébés? Oui, je suis la mère. Félicitations. Merci. En tant que mère porteuse, nous nous voyons beaucoup. Vous savez, nous nous sentons très très proches. Nous organisons des déjeuners, des dîners, des barbecues. On se parle au téléphone. Je suis devenue très amie avec quelques-unes des mères porteuses. J'ai eu 4 enfants par gestation pour autrui, des jumeaux et 2 enfants. Et j'ai 7 enfants à moi. J'ai eu un enfant en tant que mère porteuse il y a 1 an et je vais avoir un transfert d'embryon lundi prochain. J'espère que ça va marcher. J'ai déjà 4 enfants à moi. Je n'ai connu qu'une seule mère porteuse qui n'avait pas eu d'enfant à elle. Mais la plupart des médecins qui s'occupent d'infertilité n'acceptent pas de femmes n'ayant pas eu d'enfant, car ils souhaitent savoir si l'on a des grossesses sans problème. Mais si vous n'avez jamais eu d'enfant, ils ne peuvent pas le savoir. J'adore être enceinte, j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas de nausées, je me sens un peu fatiguée au début, sinon j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment de la chance. C'est un cadeau que je peux faire. Mon mari et moi pensons réellement qu'il faut partager le don que nous avons reçu. Nous avons reçu ce don et nous avons la possibilité de le donner à quelqu'un d'autre. C'était merveilleux pour notre famille. Et quand je l'ai fait, je me suis dit que c'était inouï et que je voulais le refaire. Et j'ai recommencé. C'est une chose extraordinaire et nous pouvons le faire grâce à la science. Tu as chaud? Ça va. Mais il fait plus chaud que je ne pensais. Là. Là. On va se promener ? En Californie, les parents intentionnels reconnaissent leurs enfants conçus grâce à une mère porteuse avant la naissance. Ils en sont les parents légalement. Ils prennent en charge tous les frais médicaux concernant les bébés. La compensation de la mère porteuse, environ $2000 par mois, s'arrête le jour de la naissance. Pour Pauline, il n'y a pas le moindre doute. Ce sont ses bébés à elle qui naissent grâce à Stella. Je veux qu'elle soit là avec moi, dans la salle de naissance. Je suis si impatiente de voir son visage, si émue de voir Pauline quand je lui donnerai les bébés.
Bon, c'est évidemment incroyable, aux États-Unis, les mentalités sont complètement différentes. Alors en France, quand même, les choses sont peut-être en train d'évoluer, puisqu'en octobre dernier, la Cour d'appel a reconnu comme parents un couple qui avait eu recours à la gestation pour autrui il y a 7 ans, donc 7 ans de procédure, mais le chemin est encore long. Professeur Nizan, selon vous, qu'est-ce qui bloque le législateur aujourd'hui? Le législateur suit largement l'opinion publique, qui, elle, vient de basculer. C'est-à-dire que dans l'opinion publique, le dernier sondage réalisé en février dernier montrait que 51-52% des gens sont favorables à ce qu'au cas par cas, dans certaines circonstances, la grossesse pour autrui soit possible en France, ne serait-ce que pour éviter que ça ne se passe comme cela à l'étranger, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc le législateur est susceptible d'avancer sur cette question dans la révision de la loi d'ici 2 ans. Alors, les partisans, eux, disent qu'une nounou qui porte un enfant, c'est comme une nounou qui garde un enfant. Qu'en pensez-vous, vous ? Non, je crois que c'est une comparaison qui n'est pas productive parce que beaucoup de femmes s'imaginent que de porter un enfant, il y a une relation physique, intime, extrêmement importante et ce serait minimiser cette relation. Mais par contre, je pense que ce qui se passe entre une nounou en postnatal et un enfant, c'est au moins aussi important en termes de transmission des valeurs. Donc ça se compare. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, toute la bourgeoisie confiait les enfants en nourrice pendant 3-4 ans et on ne s'est pas posé beaucoup de questions existentielles sur la légitimité puis sur les conséquences de tels gestes. Je crois que très clairement, il y a des circonstances en France où on devrait accepter. Ce qui pose question aussi, c'est qu'on se dit, on a toujours dit, oh l'enfant, le bébé ressent tout ce que ressent la mère pendant la grossesse, et on se dit voilà, si finalement celle qui porte l'enfant c'est pas la mère, quelle va être l'incidence de cette grossesse non affective ? Les mères porteuses, enfin les femmes qui portent les enfants pour une autre femme, on ne peut pas dire qu'elles n'ont, c'est pas de l'amour dans le sens elles ne sont pas en train de le porter comme étant leur enfant. Pour autant, il y a une nourriture affective, il y a des projections, et c'est bien ça qui est important et qui est intéressant. La question, c'est qui peut être une mère porteuse? Qui peut occuper cette place? C'est une mère, une fille, des sœurs, des cousines? Est-ce qu'il faut que ce soit dans la famille, hors de la famille? Et là, en effet, des questions surgissent qui me paraissent qu'on ne peut pas laisser de côté. Par exemple, est-ce qu'une mère peut porter les enfants de sa fille? Bon, ben justement, on va en parler avec Martine et Marilène. Bonsoir. 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 Vous êtes sœurs. Vous témoignez anonymement, là on vous voit derrière nous, parce que vous êtes hors la loi française. Marilène, vous avez porté le bébé de votre sœur qui ne peut plus avoir d'enfant, c'est ça? Oui. Racontez-nous ce qui vous est arrivé, Martine. Oui, en fait, j'ai eu un enfant qui est décédé à l'âge de 4 mois d'une méningite à la méningocoque foudroyante. Suite à cela, j'ai voulu avoir un deuxième enfant, enfin, voilà. Donc, j'ai fait une petite fausse couche au bout de 6 ou 7 mois après le décès de mon bébé. Et suite à cela, je suis retombée enceinte. Et à 8 mois et demi de grossesse, j'ai fait une perte d'un bébé de 8 mois et demi. Et j'ai perdu mon utérus à cette occasion-là. Voyant tout ça, je me suis dit, j'avais un vécu difficile derrière moi, j'avais perdu mon père peu de temps avant, mon grand-père aussi, c'était une période de vie difficile, avec beaucoup de souffrance autour de nous. Et là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est quand j'ai vu mon mari, je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. On va aller à l'étranger, on fera ce qu'il faut, mais je sais que ça existe, on peut faire un bébé par mère porteuse en Angleterre, parce qu'à l'époque où j'avais entendu parler de ça en Angleterre, je pensais que c'était au niveau scientifique, que ça se faisait que là-bas. Je ne pensais pas que c'était une histoire d'éthique. Donc je lui ai dit, on va aller là-bas et puis on ira jusqu'au bout de notre projet, parce que ça nous tenait. Et comment en êtes-vous arrivé à penser que l'une de vos sœurs pouvait porter l'un de vos enfants? Ah ben, j'ai jamais pensé. Ça s'est pas passé comme ça du tout. Comment ça s'est passé, Marilène, pour vous? Donc vous êtes la sœur de Martine, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce qui vous a incité à porter l'enfant de votre sœur? C'est-à-dire que nous, c'était très choquant. On revenait de vacances et puis moi, je pensais encore voir ma sœur enceinte. Et puis là, on nous apprend comme ça, du jour au lendemain, ce drame, quoi.
Donc... Vous avez fait une réunion de famille? Non. Non, là, on est... Comment je suis allée voir ma sœur à l'hôpital. D'abord, je lui ai téléphoné. Et puis, sachant le passé qu'elle avait eu, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je ne sais pas quoi te dire. Si tu veux m'en parler, t'en parles. Devant un cas comme celui-là, c'était... Ouais. On est démunis. On n'a plus de parole, on attend les réactions de l'autre. Et bon. Alors, l'après-midi, on est allé la voir et il y avait ma sœur aînée qui était là, qui avait assisté, elle, au cœur du drame. Et elle était peut-être plus choquée que moi parce qu'elle en a fait de la dépression. Moi, elle dit, je me suis proposée pour reporter son bébé. Mais moi, ça tombait comme un cheveu dans la soupe, on peut dire. Et, ah oui, bah, je dis, toi, si tu le fais, moi, je peux le faire. Comme ça, elle aura 2 enfants. Et puis, bon, mais à ce moment-là, on parlait dans le sens que, moi, je ne me rappelais même plus de l'histoire des mères porteuses. Et c'était, j'ai dit oui, parce que devant ce couple en détresse, il fallait être positive. Et puis, mais devant moi, c'était le néant. Il n'y avait rien devant moi. J'ai dit oui. Bah oui, oui. Mais quoi? Mais vous aviez déjà 3 enfants, vous aviez quel âge à cette époque? À peu près? Plus de 40 ans? Ah oui. Oui. Entre 40 et 45 ans, on va dire. Eh oui, c'est ça. Et ça vous a pas fait peur? Non, parce qu'à ce moment-là, non, pas du tout. J'ai pas eu peur parce que moi, mes grossesses, je les ai toujours bien vécues. Et puis, en fait, on pense pas à soi. Ouais. On pense plutôt au couple qu'il faut sauver de ça parce que ils ont bercé un bébé, ils étaient dans un gouffre. Là, oui, c'est une suite de drames épouvantables. Il fallait les sortir de là. Et comme, bon, un petit peu à la fois, on savait que c'était possible, bah, pourquoi rester à ne rien faire? C'était immoral. Il fallait aller de l'avant. Martine, les choses se sont passées comment concrètement? Votre fille est votre enfant biologique? Oui. Donc ce sont vos ovocytes? Oui. Le sperme de votre mari? Oui. Donc vos embryons, vous êtes les parents biologiques de cet enfant, qui ont été réimplantés donc dans l'utérus de votre sœur? Oui. Après qu'elle ait subi donc un parcours pour la préparer, quoi, avec des piqûres, etc. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et vous l'avez fait où? En Belgique? En Belgique, à Bruxelles. Et là-bas, donc c'est autorisé. Oui. Les médecins connaissaient l'histoire? Oui. Et n'ont pas posé de problème? Aucun problème. On a eu un accueil vraiment... Enfin, disons, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on ne savait vraiment pas vers où se diriger. Mmh. Moi, je suis sortie de l'hôpital, même à l'hôpital même où j'étais en France, je l'ai dit à tous les gynécologues que j'allais faire ça. Ils m'ont tous fait comprendre que ce n'était pas possible, c'était... voilà. Interdit. Interdit. Mais moi, c'est comme si que ça n'existe... Enfin, je ne comprenais pas. C'est comme si qu'il n'y avait aucune barrière à mon ressenti, parce qu'il fallait me sortir de là. De toute façon, c'était impossible, oui. Oui, non, c'était... Il m'aurait mis... je sais pas moi, un trou de 15 mètres devant moi, j'aurais sauté, quoi. J'aurais passé, il parlait dans le vide. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je peux pas? Je comprenais pas, je me dis, mais les Anglaises, ils peuvent. Les Américaines, il faut. Ailleurs, il faut. Moi, je suis une Française. Pourquoi une Française peut être heureuse comme une Américaine, comme une Anglaise? Il n'y a pas de différence. Moi, je comprends pas, je fais c'est idiot. Et alors, comment avez-vous vécu la grossesse, vous, Martine? Eh ben, j'ai vécu comme si c'était la mienne. C'est-à-dire? Ben, en fait, j'étais dans une position... Déjà, j'ai vécu 2 grossesses. Oui. J'ai accouché, je sais ce que c'est qu'accoucher. Donc, j'étais dans la mentalité d'être enceinte, mentalement. Je ne peux pas dire ça autrement. Psychologiquement, déjà, quand on a fait la FIV, pour moi, c'était un début de ma grossesse. Puisqu'on me faisait des piqûres, on a mis en place un travail hormonal chez moi qui a engendré l'œuf que je décidais, moi, de pondre, quelque part. Hein, c'est ça. Hein. C'est parce que, en fait, on a créé un enfant, on a été à 3 pour créer la vie. Et vous, de votre côté, Marilène, comment avez-vous vécu cette grossesse particulière après vos enfants? Ça n'a rien à voir avec une grossesse, sa propre grossesse, je vais dire. Qu'est-ce qui change? Disons que, moi je disais tout le temps, c'est une grossesse mécanique parce qu'il y a un tas d'examens à faire avant, voir si on est compatible, voilà. Et bon, du moment qu'on a démarré la grossesse, je savais très bien que ce n'était pas mon enfant, c'était une grossesse qui était à côté de moi. Et moi, je le faisais, c'était pour sauver ma sœur et mon beau-frère. C'était, à la limite, on voyait plus le couple en détresse, il leur fallait un bébé, mais c'était pas le bébé. C'était d'abord eux à les sortir de là. C'était une affaire qu'il fallait faire, quoi. Absolument. Et vous parliez au bébé? Non. Non. Vous lui parliez de sa mère?
Non, non, c'est-à-dire que ma sœur, elle avait enregistré sa voix. Et puis, à ce moment-là, elle avait un petit animal, donc elle parlait au petit chien. Donc, on mettait le magnétophone sur mon ventre, quoi. Mais moi, je ne parlais pas comme on peut parler à son propre bébé, parce que c'était trop difficile. Pas trop difficile moralement. Moi, je l'ai fait, c'était de mon plein gré. Mais il y a d'autres choses qui font que c'est pas notre grossesse. Le plus dur, je crois que vous dites que c'était de cacher votre grossesse. Eh bien oui, parce que fallait se cacher, parce que, bon, le regard des autres. Vous attendez un bébé, difficile, hein. On ne peut pas dire... Oui, parce que vous ne le montrerez pas. Voilà, il fallait cacher. Bon, je l'ai caché jusqu'à un certain point, mais après, on ne peut plus. Ah oui. Alors c'est pour ça qu'on vit mal. Vous êtes resté chez vous? On est isolés, totalement, enfermés dans mes 4 murs, et puis mentir, beaucoup mentir. Et comment s'est passé l'accouchement? Alors là, c'était le branle-bas de combat. Pourquoi? C'est vrai qu'on a eu un parcours difficile, donc on était, c'est ce qu'avec le recul du temps maintenant, je me dis, on n'a jamais été épanoui de ce qu'on a fait. Mais là, l'accouchement, c'est vrai que c'était une bombe qui est arrivée. Je pensais avoir la péridurale, je ne l'ai pas eue. Donc, ça a été la table de travail. J'étais même pas installée. J'ai eu des poussées énormes. Et j'ai crié pour pas dire autre chose. Et puis, d'un seul coup, voilà le bébé. Il y avait de l'eau partout. La sage-femme a crié après l'autre médecin qui nous avait suivis. Il n'y avait personne. Et puis là, alors là, j'étais vulgaire. J'étais sur la table, je disais, eh ben putain. putain, j'étais là. Mais c'était pas la délivrance, mais c'était l'aboutissement peut-être, parce que je m'en rendais même pas compte. Et après, je voyais ma sœur là, avec qui était à côté. À côté, elle regardait le bébé, elle avait ce grand tablier là. Elle était assise, ça c'est une image que je n'oublierai pas parce qu'elle était assise. En fait, c'était un passage. Elle était assise à l'arcade de la porte où il y avait le bébé d'à côté que je n'avais pas encore vu. Moi d'à côté, on ne se disait rien. Elle me décrivait la petite et on était au point mort, je crois, pour redémarrer. Une vie normale. Ouais. Sophie Marinopoulos, qu'est-ce qui est difficile psychologiquement dans le fait de porter l'enfant d'un autre, d'une autre? Alors, là, en tous les cas, dans la situation, ce qui me paraît extrêmement compliqué, c'est cette grossesse cachée, c'est toute cette organisation qu'il a fallu faire dans la clandestinité qui ne me paraît pas saine. Mais on n'a pas le choix aussi. Non, je suis d'accord. C'est pas ça parce que c'est interdit. Voilà. C'est une des conséquences négatives de l'interdit. C'est ça. Voilà, donc il commence déjà à me couper la parole sur ce sujet. Vas-y, tu commences et je continue. Ils ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, mais vas-y. Non, moi je pense qu'au cas par cas, et dans l'exemple qu'on vient d'entendre, et dans ceux que je rencontre régulièrement, des femmes qui ont perdu un enfant, qui l'ont eu dans les bras pendant 10 minutes, puis qui sont tombées dans le coma et qui se réveillent sans utérus, je pense qu'au cas par cas, c'est plus intelligent de réfléchir que d'interdire. Voilà. Et je trouve que notre pays qui a tout interdit, collectivement, tout globalement, il place des femmes comme celle-là dans l'aggravation des choses. D'abord parce qu'on les oblige à aller à l'étranger et qu'on les oblige à cacher, qu'on les oblige à truquer, qu'on les oblige à mentir. Et moi, je trouve que les effets adverses, si vous voulez, de cette prohibition sont bien plus graves que d'accepter au cas par cas, dans des situations comme celle-là, en ayant bien prévu les choses, en les ayant bien étudiées au plan psychologique, avec toutes les interférences qu'il peut y avoir et que Sophie va se faire un plaisir de vous expliquer. Et je sais que c'est difficile. Mais est-ce que c'est parce que les choses sont difficiles qu'il faut les interdire pour autant? Moi, ça me secoue de savoir que nous n'avons pas de fondement moral à ce droit-là. C'est-à-dire, philosophiquement, d'où vient cet interdit? D'où ça sort? Pourquoi on interdit? Et pourquoi on ne réfléchit pas? Parce que à encadrer, finalement, à autoriser en encadrant. En encadrant, on pourrait obtenir que des situations comme celle-là, on dise oui, et que d'autres situations, on dise non. Et il y a des situations où il faut dire non. Mais il y a des dérives possibles quand même. Oui. Enfin, je crois quand même, ce qu'on peut dire, là où on est d'accord, enfin là, on l'a signifié comme ça, c'est que ça sera important de légiférer et d'autoriser, je crois, sur les mères porteuses. Après, là où moi je suis extrêmement sceptique, c'est la place de la mère porteuse à l'intérieur d'une même famille.
Il y a, à mon avis, danger à mettre des femmes d'une même famille, à se mettre à se porter les enfants entre elles. Voilà, c'est un avis aujourd'hui, peut-être qu'il va évoluer, peut-être qu'il va bouger. Je préférerais que notre État prenne ça à sa charge, fasse sa fonction tiers, même prenne une place financière dans cette affaire-là, de façon à ce qu'il n'y ait aucun bricolage, et que ça se fasse avec des femmes qui sont d'accord pour faire alors je sais pas si on va dire ce travail, mais en tous les cas pour prendre cette mission, place, cette mission. Ouais. Oui, c'est vraiment vécu comme un don. Cette notion de cadeau. Mais c'est vécu par elle comme ça. Les femmes le disent. Aujourd'hui, Martine, cette petite fille est officiellement la vôtre. Oui. Comment ça s'est passé légalement? J'ai adopté l'enfant de mon mari, tout simplement. Et il l'a reconnu à la naissance et vous l'avez adopté après? Oui. Par contre, j'aimerais intervenir... si c'est possible, en ce qui concerne ce que vous dites, la dette. Oui. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est très bien mis en place au niveau psychologique. Oui, il nous a fallu attendre 9 mois pour avoir une réponse. 3 mois d'intervalle entre chaque période où on a vu un psy, un gynécologue. Toute l'équipe médicale se retrouve après. Il y a un comité d'éthique à chaque rencontre. Et la première chose qu'on nous a bien expliquée, c'est qu'on ne devait pas se sentir redevable l'une de l'autre. Et c'était évident. Et dans les faits, vous ne vous sentez pas redevable à la vie de votre sœur qui vous a permis d'avoir un enfant? Non, ça n'a rien à voir. Parce que c'est une histoire de sentiment. Ce n'est pas une histoire de cadeau. C'est une histoire d'amour. Et votre fille connaît les origines de sa conception? Totalement. C'est son histoire depuis le début. Et au point de vue de nos problèmes de notre famille, il n'y a aucun problème en ce qui concerne... Moi, j'ai jamais vu ma sœur avoir une attitude de mère vis-à-vis de ma fille. Elle a une attitude de tante, avec bien sûr, évidemment, il y a un plus. Une affection, et ça serait anormal, et je trouverais ça horrible que ma sœur, à la limite, repousse ma fille. Je veux dire, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire humaine. Merci beaucoup pour votre témoignage, Martine. Je sais qu'aujourd'hui, vous essayez d'avoir un autre enfant par une mère porteuse étrangère à votre famille. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous remercie. Autre tabou de la naissance, l'interruption médicale de grossesse. Lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère ou lorsque le fœtus est atteint d'une maladie grave et incurable, une commission d'experts, dont vous faites parfois partie, professeur Nizan, se réunit pour autoriser ou pas un avortement thérapeutique qui peut se pratiquer jusqu'au terme, donc jusqu'aux 9 mois de grossesse. Lorsque l'IMG survient après 22 semaines de grossesse, environ 5 mois, l'enfant doit avoir des funérailles et apparaître sur le livret de famille. C'est une épreuve extrêmement difficile que traversent environ 6000 couples quand même chaque année. Maude l'a vécu l'année dernière, elle s'est confiée à Irma Kervran. Son blouson. Oui. C'est bientôt les vacances. Tu vas faire ton boulot. Hein? Eh oui. À l'hôpital, papa, maman. Oui, après on va voir le docteur du bébé. Allez, Bisous chérie. À tout à l'heure. Maude et Gérald attendent aujourd'hui leur 3e enfant. Il y a tout juste un an, cette famille unie a vécu un drame. Début novembre 2006, à la visite de la 22e semaine à l'échomorphologique. Là, tout a basculé. On pensait avoir passé le cap des fausses couches des 3 mois, le fœtus étant normal à la première échographie. Je me disais, dans un instant, on va savoir ce qu'on attend. Et on est rentré dans le cabinet et donc le gynécologue a commencé à me faire l'échographie. Et puis il m'a dit, mais je comprends pas, il y a des trous dans un rein. Je lui ai dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, un grand silence de marbre. Je commençais à trembler. Je regardais Gérald, comme pour lui dire au secours, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas possible, il y a un problème. Il a levé la tête et nous a dit, écoutez, j'ai jamais vu ça. Donc en fait, sur le rein droit, il y avait plein de kystes. Il voyait pas le rein gauche. Et il m'a dit, écoutez, dans la mesure où moi, je n'ai jamais rencontré un tel problème, il va falloir que je vous remette dans les mains d'un professeur sur Lyon, sur Marseille, pour qu'il vous suive. Et moi, j'avais toutes mes amies qui attendaient pour savoir si c'était une fille ou un garçon. Et j'ai envoyé en texto, il n'y a plus de bébé. Hop. Tout ça, il y a de quoi faire. Quand le professeur nous a reçus, il a dit, bah oui,
il y a bien un problème. Le deuxième rein s'est pas développé et le rein droit ne fonctionne pas. Je me disais, mais alors on va faire comment? On va me faire une césarienne pour un enfant qui ne va pas vivre. En même temps, je peux pas accoucher. C'est même pas pensable. On peut pas accoucher d'un enfant qui va pas vivre à la sortie. Et là, le médecin me dit, ah mais si, il faut que vous accouchiez, madame. Et là, je me disais, non, c'est pas possible. Inconcevable. Barbare à notre époque de pouvoir faire des choses pareilles. Vraiment, j'étais très en colère. Si le fœtus est atteint d'une anomalie grave et incurable, l'interruption médicale de grossesse est proposée aux parents. L'accouchement est alors provoqué, quel que soit le terme, jusqu'à 9 mois. J'ai pris ces fameux cachets le mercredi, je les ai repris le jeudi. Le jeudi soir, on était hospitalisés. Ils ont bien voulu que Gérald reste avec moi. Les contractions commençaient et je savais que allez, c'était un pas de plus vers la fin. Je lui demandais, je lui disais, allez, descends, ma chérie, descends, descends, aide-moi. Et je sentais vraiment le corps qui se déplaçait. Mais c'était extraordinaire. Jusqu'au dernier moment, elle a bougé. Quand elle est sortie, elle n'a pas poussé de cri. Et tout s'est joué pendant ces moments intenses. C'était la chair qui parlait, c'était le sang de notre sang. Non, c'était plus possible, il fallait qu'on voie ce bébé, qu'on l'entoure de tout l'amour qu'on pouvait, qu'on la serre dans nos bras, qu'on lui donne de l'affection, qu'on lui donne un prénom, qu'on assume ses funérailles, qu'on aille jusqu'au bout de cette histoire. Je crois que vraiment c'est les tripes qui ont parlé. C'est la musique du bébé, ça. Ouais. Il fait dodo, ton bébé. Au 6e mois, la peau est transparente, on voit les veines. Dans notre cas, elle avait souffert, donc elle avait quelques bleus. Mais elle était ravissante dans le fond. Avec des toutes petites mains accrochées à sa couverture, c'était trop émouvant. On l'a pris dans nos bras, on l'a câliné. On a eu un long moment avec elle. On était dans notre bulle tous les trois. Avec tout l'amour qu'on avait et qu'on a. Et puis on est revenu la chercher et on l'a emmenée. Et ils allaient la mettre dans une chambre froide, quoi. Et pour la maintenir, pour l'autopsie, ça durait 10 jours. En cas d'IMG, une autopsie est systématiquement pratiquée pour identifier les causes de l'anomalie. Et quand tout s'est finalement résolu, on m'a dit, bah voilà, le 4 décembre, on vient vous chercher votre fille. Ils nous ont amené le cercueil. On est parti, on est sorti de cette chapelle et ça faisait comme une pyramide au-dessus. Il y avait la fumée qui sortait. On regardait cette fumée comme un moment de communion, l'envol de notre ange. Loïs ? Aujourd'hui, Ange fait partie de la famille. Embrasser le petit cœur qui contient ses cendres est devenu un rituel quotidien. Doucement. Pichou. T'es gentil. Hop là. Ton bébé Ange, il est où ? Là. Et c'est où là-haut? Il y a quoi? Il y a le ciel. Il y a le ciel. On lui a expliqué et il vit avec une sœur dans le ciel et une sœur qui va arriver. Petit joujou. Leur 3e enfant est sur le point de naître. Tout se passe bien. Ah bah dis donc, vous allez nous faire un beau petit. 74, il grandit bien, hein? Bah, très bien. Non mais c'était très beau. Depuis le tournage, la petite Amy est née, elle se porte bien. Félicitations aux parents. Je crois que vous vouliez réagir, Samuel? On voit dans le reportage le grand frère qui fait un petit bisou sur le cœur qui contient les cendres de sa petite sœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je demande au psychologue.
Oui, alors les enfants n'ont pas besoin d'une réalité pour faire le deuil. Hein. C'est très très différent des adultes. Donc là, c'est les parents qui ont instauré ça. Je crois que c'est important pour eux de faire passer l'enfant par un rite, en fait, un rite du bonsoir, comme si finalement tous les soirs on se séparait. Ça, c'est une construction d'adulte. L'enfant n'en a pas besoin et il faut faire très attention de ne pas aussi le mettre dans une dimension qui serait un peu trop mortifère, c'est-à-dire on resterait sans cesse dans cet enfant absent. Hein, on peut aussi le faire exister autrement. Mais alors, bon, l'interruption médicale de grossesse, c'est une des conséquences des avancées de la science, puisque s'il n'y avait pas l'échographie, s'il n'y avait pas le diagnostic prénatal, on ne saurait pas qu'il y a une grave malformation, et donc on n'aurait pas cette possibilité-là. Mais ça frôle un petit peu l'eugénisme aussi. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des demandes, même si les experts ne donnent pas l'autorisation, est-ce que vous avez déjà entendu des demandes de parents qui vous choquaient? Les demandes qui nous choquent sont toutes des demandes de parents paniqués, qui ont une angoisse terrible que derrière une anomalie mineure se cachent en fait des choses bien plus graves que nous n'avons pas vues ou que nous ne sommes pas capables de voir. Et d'ailleurs, ces parents sont parfois même menaçants à notre égard en disant « Je vous préviens, s'il y a autre chose, si c'est plus grave que ce que vous a dit, vous verrez ». Parce qu'ils ont une panique totale. Et en fait, les demandes d'interruption médicale de grossesse, dans des contextes d'anomalie mineure, sont liées à de l'angoisse terrible de la part des parents qu'on peut comprendre. Et donc, on les accompagne. Il y a des psychologues qui ont fait un immense travail pour nous aider, nous, parce que pour les médecins, c'est également difficile, mais surtout pour aider les parents, et parfois des années après. Et d'ailleurs, les sages-femmes qui accompagnent ces interruptions médicales de grossesse se rendent disponibles parfois 5 ans après. On a une femme qui vient qui dit « Je voudrais rencontrer la sage-femme qui a mis au monde mon enfant parce qu'elle m'a vu mère pour cet enfant. Et c'est la seule qui m'ait vu mère et j'ai besoin de reparler avec elle. » Et je demande aux sages-femmes qui travaillent dans mon équipe de se rendre disponibles pour des années après rencontrer ces femmes et qu'elles puissent rencontrer le regard de celle qui les a accouchées. Fondamental. Samuel Le Bihan, vous avez déjà eu peur quand vous attendiez votre fils d'avoir un enfant différent? Oui, excusez-moi, je suis en pleine émotion parce que tout ce que j'entends est extrêmement à la fois troublant. Il y a des élans, on parlait des 2 sœurs, c'est extrêmement généreux. Là, pareil, ces femmes qui reviennent voir la sage-femme, je trouve qu'il y a quelque chose de... moi qui me trouble émotionnellement énormément, parce qu'il y a à la fois, on parle d'actes d'amour avec des actes de mort. Tout ça est très proche et très fort en même temps. Mais tous les jours, je veux dire, pour répondre à votre question, tous les jours j'ai peur. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai eu peur qu'il ait des handicaps, qu'il ait peur, j'avais peur quand il est allé à l'école qu'il se fasse casser la gueule par les autres enfants. Enfin voilà, j'ai peur de ne pas être un assez bon père. Je crois que moi, c'est comme ça que je le vis, c'est une espèce de responsabilité parentale où tout le temps, voilà, à partir du moment où on a mis quelqu'un au monde, il y a une espèce de responsabilité permanente jusqu'à la fin de ses jours. Avec nous, il y a aussi Sophie. Bonsoir Sophie, bienvenue. Vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Il y a environ 6 ans, on vous a proposé une interruption médicale de grossesse que vous avez refusée. Racontez-nous ce qui s'est passé. On avait 2 enfants qui avaient 4 ans et 2 ans, un garçon et une fille, et puis on avait 33 ans à l'époque. On a décidé d'avoir un 3e enfant. Donc on a eu une grossesse qui a démarré très vite. On a fait la première échographie qui a montré en fait une clarté nucale qui était épaisse, donc qui est un signe de risque de trisomie 21. Mais sur le coup, on nous a plutôt rassurés en nous disant que ce n'était pas forcément un signe très significatif, mais voilà, c'était un petit début de doute. Et puis ensuite, on a fait la prise de sang qui est proposée à chaque femme. Et là, il y avait un risque de trisomie 21 de 1 sur 25, qui est considéré comme élevé. Donc on nous a proposé une amniosynthèse. Donc sur le coup, en fait, et ça a été tout le cas de la grossesse, on a l'impression d'être sur un chemin tout tracé pour nous. Donc on nous a dit, voilà, risque de trisomie, amniosynthèse. Et on a dit oui. Et puis le soir, avec mon mari, en y réfléchissant, on s'est dit que finalement, on n'avait pas forcément envie de faire cette amniosynthèse. Sûrement qu'inconsciemment, on avait envie de garder l'enfant, même si on ne s'était pas du tout posé ce genre de questions. Alors, ça ne nous était pas venu à l'esprit une seule seconde. Mais aussi, il y avait un risque de fausses couches qui sont liées aux amniosynthèses, qui était de 1 sur 200. Et voilà, ça, c'était sûr qu'on n'avait pas envie de prendre ce risque de fausses couches. Et puis, c'était la veille de partir en vacances. Donc, on n'avait pas non plus envie de vivre pendant 15 jours de vacances en attendant les résultats.
Donc on n'a pas fait la myosynthèse, on est parti en vacances, on peut cogiter. Et puis après les vacances, on a fait la deuxième échographie qui là de nouveau montrait des signes de risque de trisomie puisqu'il y avait un rapport de pied sur fémur qui n'était pas bon non plus. Et puis on est retourné voir l'obstétricien qui nous a dit que voilà, il y avait un faisceau de convergence et que ça serait bien de faire la myosynthèse, qu'il y avait beaucoup moins de risques de fausse couche à ce moment-là parce qu'on était plus tard dans la grossesse, que les risques étaient très très faibles et qu'il fallait qu'on ait confiance et qu'on y aille. Donc là, on a fait effectivement la myosynthèse. Et alors, qu'est-elle révélée? Et donc, trisomie 21 avérée. Voilà, 15 jours après, le professeur m'a appelé au bureau. Donc j'avais été dans un bureau collégial, donc je suis juste allée dans une salle de réunion, histoire de m'isoler un petit peu quand j'ai entendu que c'était sa voix. Et donc là, il m'a dit qu'effectivement, c'était positif. Donc en fait, j'avais un rendez-vous avec lui une dizaine de jours plus tard, donc je lui ai dit, ben d'accord, j'ai rendez-vous avec vous dans 10 jours, je viens dans 10 jours vous voir. Et il m'a dit, ben non, il faut que vous veniez avant. Je dis, ah ouais, ah bon, pourquoi? Il dit, bah, si vous voulez faire l'interruption de grossesse, il faut venir maintenant. Je lui dis, ben, attendez, laissez-moi souffler un peu, on va réfléchir avec mon mari, on va en parler. A priori, on n'est pas tellement pour. Et alors, quand vous êtes allé le voir, vous saviez déjà que vous alliez refuser une IMG? Oui, en fait, on avait eu 10 jours pour se décider, pour réfléchir, pour en parler. Donc on lui a dit qu'on ne voulait pas faire de cette interruption de grossesse. Et il nous a dit qu'il était... Enfin, il a respecté le choix en disant que de toute sa carrière, il était la veille de sa retraite pratiquement, en 40 ans. C'était la première fois de sa vie qu'il y avait 2 femmes dans la même année en fait, qui refusaient cette interruption de grossesse. Mais il a respecté ce choix-là. Quelle question vous êtes-vous posée avec votre mari? Si vous sentiez capable d'élever un enfant trisomique? On s'est posé plein de questions. On s'est posé la question de... D'abord, on ne connaissait pas du tout la trisomie, donc très vaguement. On n'en voit pas beaucoup. Et puis, on n'avait pas de cas autour de nous. Donc, on s'est un peu demandé qu'est-ce que ça allait bouleverser dans notre vie. Est-ce qu'on sera là capable? Comment allait être un peu l'enfant? Et puis après, moi, j'avais des questions autour de ça va peiner mes parents, ça va peiner mes beaux-parents, parce que voilà, on a été toujours des enfants sans problème, donc soudainement, forcément, ça va créer de la tristesse pour nos parents qui vont s'inquiéter pour nous, pour notre famille. Et puis mon mari, lui, pensait à nos 2 aînés, en fait, en se disant ils ont une vie facile devant eux, tout va bien pour eux. Et vous savez, le handicap, ça porte bien son nom, c'est comme les chevaux dans une course et on les plombe un peu, quoi. Donc, est-ce qu'on ne va pas les plomber un petit peu? Donc, il pensait à nos 2 aînés, en fait. Donc, vous étiez à combien de temps de grossesse? À 5 mois? On était à 5 mois, à peu près, enfin, dans ces eaux-là. Et en 10 jours, vous avez eu toutes les réponses à vos questions? Non, mais après, il n'y a pas de réponse, hein, il n'y a pas de réponse écrite. Nous, on a beaucoup parlé, beaucoup sondé notre cœur. On s'est forcé à se projeter dans les 2 situations, on gardait l'enfant, on ne gardait pas l'enfant. Et d'un côté, on ne gardait pas l'enfant et il y avait une espèce de trou noir. Et puis de l'autre côté, on gardait l'enfant, on a discuté ensemble, et ce qui nous a convaincus, c'est que premièrement, on avait le sentiment qu'on allait l'aimer, qu'on l'aimait déjà, elle bougeait dans mon ventre. C'était notre enfant, voilà, on en avait eu un châtain aux yeux verts, on avait une petite blonde frisée aux yeux bleus, et puis voilà, on allait avoir un petit enfant trisomique et on allait l'aimer de la même façon. Donc ça, on en était sûrs. Donc ça, je pense que c'était déjà la réponse. Vous dites que Thelma est une rescapée, ça veut dire que tout au long de cette fin de grossesse, on vous a vraiment dit que vous faisiez un mauvais choix? On ne nous a pas dit comme ça, mais c'est vrai que d'abord, on ne vous propose pas... on vous dit résultat, myosynthèse, interruption volontaire de grossesse. Après, j'étais suivie par une gynéco à côté qui avait peur, je pense, hein, quand on parlait de parents qui accusent, en gros, elle voulait pratiquement me faire signer un papier comme quoi je décidais de garder l'enfant en sachant toutes les conséquences, qui normalement est l'inverse. On vous fait signer un papier si vous interrompez une grossesse, pas si vous la poursuivez. Donc on sentait effectivement qu'il y avait une peur du corps médical. Vis-à-vis de notre entourage, on a senti des questionnements, un peu de tristesse chez nos parents, mais on n'a pas eu de vrais conseils en nous disant qu'on faisait un mauvais choix. Mais ce qui était lourd, c'est tout au long de la grossesse que sans cesse on vous repose ou qu'on vous fasse sous-entendre de nouveau qu'il y a ce choix. Et
Comme si on ne peut pas être heureux quand on est trisomique. Voilà, et ça c'est difficile, parce que c'est difficile quand vous avez votre enfant dans votre ventre, que vous l'aimez déjà, que vous le sentez, qu'on vous dit sans cesse, vous ne voulez pas mettre fin à sa vie. Donc ça c'est pesant. Et puis, moi, une fois de plus, ce qui nous avait aussi convaincu avec notre mari, c'est qu'on ne connaît pas les potentiels de bonheur de nos enfants. On ne connaît pas le potentiel de bonheur de notre aîné, de notre seconde. Voilà, et à 5 ans, il y a des enfants qui attrapent une leucémie. Ben, voilà, ça peut arriver. Il y en a qui sont anorexiques. Et moi, je ne sais pas si ma fille ne sera pas anorexique à 16 ans. Donc, le potentiel de bonheur des enfants, on ne les connaît pas. Et de Thelma, de notre petite fille trisomique, pas plus, en tout cas, voilà, sur les photos, ce qu'on voit, c'est qu'a priori, elle a un gros potentiel de bonheur, Thelma. Et que c'est ça, voilà, la vie, c'est... quand on accueille un bébé, on l'a vu tout à l'heure dans les reportages, on sait pas, on a un petit bébé qui arrive là et on ne sait pas comment il est, on ne le connaît pas. Et voilà, tellement elle ne la connaissait pas et elle a un potentiel de bonheur. Et voilà, on avait envie que ça s'exprime. Comment vous l'avez expliqué à vos enfants? Avec des mots très simples. Ils étaient petits, hein, ils avaient 2 ans et 4 ans. Donc, juste avant la naissance, on a un peu expliqué, on voulait qu'ils connaissent le mot trisomie, en fait. Donc, on leur a expliqué que c'était comme des petits os, que nous, on en avait tous 2 et que Thelma, elle en aurait 3. Donc, que ça rendrait les choses un peu plus difficiles pour elle, qu'elle ferait les choses un peu plus lentement. Voilà, mais c'était pas très concret pour eux. Mais on voulait qu'ils aient ce mot dans la tête parce qu'ils allaient l'entendre. Et voilà, c'est important que nous, on leur a expliqué et qu'ils sachent... Mais à l'époque, ils n'ont pas bien compris. Et aujourd'hui, ils savent parfaitement ce que c'est. Ils ont plus compris. Ils ont 8 ans et 10 ans. Mais ils ne perçoivent pas totalement la différence parce que nous, on traite Thelma comme tous les autres enfants. Et notre entourage traite Thelma comme tous les autres enfants. Donc pour eux, il n'y a pas de stigmatisation, en fait, de ça. Donc voilà, ils nous disent souvent qu'elle va se marier, qu'elle aura des enfants, qu'elle aura le bac. Enfin bon. C'est abstrait. Ouais. Elle a quel âge, Thelma, aujourd'hui? Thelma, elle a 5 ans et demi. D'accord. Et elle va bien. Et elle est 5 ans et demi, c'est la maternelle. Ouais. Et elle est dans une école spécialisée ou avec les autres enfants? Elle est dans une école normale. En fait, elle est allée dans la maternelle où était sa sœur. Elle a fait une petite section normale, une moyenne section où on a demandé à ce qu'elle ait une dame avec elle pour l'aider à mi-temps. Donc la moitié du temps, il y a une dame avec elle qui l'accompagne un petit peu. Et puis en grande section, pareil, elle a fait une grande section, toujours avec cette même dame. Mais au jour le jour, elle a un petit retard, mais voilà, elle a fait du vélo, elle a su faire du vélo avec un petit trou avant mes autres enfants. Elle fait du poney régulièrement. Voilà, enfin, il n'y a pas une différence non plus. Que ce soit dans le langage ou... Dans le langage, il y a un peu de différence quand même. C'est vrai qu'il y a un retard de langage. Moi, je dirais qu'elle parle plutôt comme un enfant de 3 ans et demi que comme un enfant de 5 ans et demi. C'est-à-dire, elle comprend tout, mais c'est vrai qu'elle articule un peu moins bien ou des choses comme ça. Mais, elle va poursuivre une scolarité normale? Comment vous faites au jour ouais, c'est un peu jour, au jour le jour, en fait. Nous, on n'a pas de schéma préconçu. Ce qu'on a envie, c'est qu'elle soit dans un contexte où elle se sente bien, où elle apprenne et où son potentiel soit exploité. Donc, on se pose la question pour le CP l'année prochaine. En même temps, il y a des équipes éducatives, c'est un peu compliqué, hein, mais donc elle ira sûrement en CP, enfin sûrement en CP ordinaire. Mais voilà, il faut attendre, il faut poser les briques les unes après les autres et puis qu'elle soit bien, quoi. Sincèrement, est-ce qu'un jour vous avez regretté ce choix? Non. Pas une fois? Non. Non, mais c'est même pas une question qu'on se pose, quoi. Enfin, c'est difficile de se dire que la veille de la grossesse, il aurait fallu que je fasse ça et on aurait fait un avortement, on aurait fait il y aurait peut-être eu un comité ou je sais pas quoi, mais on me l'a proposé spontanément. Donc, j'ai pas tellement de doute sur le fait que à un moment où Thelma était viable, on pouvait interrompre sa vie. Et ça, c'est pas permis pour les autres enfants. Et ça, c'est un peu difficile à vivre parce que si on peut le faire la veille de la naissance, pourquoi pas le lendemain? Pourquoi pas une semaine après? Et je pense que ça fait partie des choses qui font que notre société n'accepte pas le... Enfin, difficile de dire qu'il faut du respect, parce qu'il n'y a pas de respect de sa vie 2 jours avant sa naissance, et 2 jours après, il faut que la société soit respectueuse de sa vie et mettre en place les structures. C'est totalement hypocrite. Non, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie. Je suis contente que l'on dise que la société doit mettre en place, et on en parle beaucoup avec les lois qui se développent, des structures, qu'on fasse beaucoup sur le handicap. C'est super, et ça, c'est le bon côté. Mais de l'autre côté, dans le regard des gens, c'est difficile de penser ça quand 2 jours avant, personne n'aurait trouvé à redire à ce qu'on mette fin à la grossesse, quoi. Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage. On peut les approuver
on peut les redouter. En tout cas, les avancées de la science permettent aujourd'hui des exploits quotidiens. Chaque année en France, 60 000 bébés naissent prématurément, des chiffres en constante augmentation depuis 12 ans. Certaines femmes accouchent à seulement 22 semaines, soit 5 mois de grossesse, de bébés qui peuvent peser seulement 600 grammes. Séverine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez 31 ans, vous avez 3 jeunes enfants en bonne santé qui ont entre 6 ans et 20 mois. Avant d'accepter de participer à notre émission, est-ce que vous connaissiez l'univers de la prématurité? Pas du tout. Mes 3 enfants sont nés à terme avec un poids de 4 kilos à peu près à la naissance et je ne savais pas du tout ce que c'était. Bon, Séverine, pour l'émission, vous avez accepté de partager une journée avec Aurélie, qui a accouché de jumeaux à 6 mois de grossesse. Ils pesaient moins d'1 kilo. Ils ont aujourd'hui un petit peu plus d'1 mois. Vous les avez rencontrés à l'Institut de puériculture de Paris. On va regarder ensemble le reportage de Claire de Sulloz et on en parle après. Séverine est la mère de 3 enfants nés à terme. La prématurité, elle ne connaît pas, contrairement à Aurélie, maman de jumeaux prématurés, dont elle va faire la connaissance. Je me pose beaucoup de questions sur les petits bébés prématurés, avec les doutes qu'on peut avoir à la naissance et leur espérance de vie après, et toutes les questions qu'on peut se poser en tant que maman. Bonjour. Bonjour. Séverine. Aurélie, entrez. Je vous offre un café? Merci. Je me rends pas du tout compte ce que c'est que des tout petits bouts de chou. J'ai pas du tout connu ça par rapport à mes enfants, ni par rapport aux bébés dans mon entourage. Je sais pas, donc je vais découvrir tout ça avec toi. Et est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé? Ça m'a pris tout d'un coup, un soir, j'ai eu des contractions violentes, quoi. Donc là, j'ai dit, je pense que ça va être le jour J, quoi. J'ai appréhendé, quoi, parce que je dis, accoucher à 6 mois de bébé, je dis, ils vont être petits, est-ce qu'ils vont être viables? Donc voilà, oui, j'ai eu une appréhension et ça a été très vite. J'ai eu des contractions et en 2 heures, les bébés étaient là, quoi. Et à la naissance, il faisait quel poids alors exactement? Alors la petite fille faisait 870 grammes et le petit garçon 780 grammes. Donc des tout petits bébés. Et là, t'accouches, t'es à l'hôpital. Que deviennent tes bébés? Ils partent? Ils partent et il dit on va les intuber pour qu'ils les aider à respirer, puisqu'à ce terme-là, les petits n'ont pas les poumons ouverts, quoi. Donc ils ont été directement emmenés, puis j'ai pu les voir 1 heure. Ils sont restés avec moi 1 heure avant qu'ils partent sur Paris, dans l'Institut. T'as eu peur? Un peu, quoi, je veux dire. Quand ils sont partis à l'Institut, la nuit, quoi, c'est vrai que je me suis un peu effondrée, quoi, donc... Ça te manque pas de pas les avoir avec toi? Si, j'ai pas de présence, je peux pas m'en occuper comme je me suis occupée de la grande. Si, il y a un manque, quoi, un vide. Direction l'Institut de puériculture à Paris, où Séverine va faire la rencontre des bébés d'Aurélie, Ethan et Flora, tout juste âgés d'1 mois. Donc en fait, on va mettre des sur-chaussures, on va mettre tout ce qui est sac dans un sac plastique. Est-ce que tout l'environnement où sont les bébés est stérile en fait? Non, c'est pas stérile, c'est très propre. D'accord. Donc voilà, je l'ai mis douche. Ok, merci. C'est pas facile à mettre quand on est tout seul. Tu vas m'aider. Ouais. Tu vas être mignonne là-dedans. Je fais un nœud comme ça. Parce que de dos, j'y arrive pas. Et hop. D'accord. Voilà. Blouse, surchaussures, Séverine est équipée pour pénétrer dans le service de réanimation et découvrir les jumeaux d'Aurélie. Donc voilà Ethan, le petit garçon. Ça va? Ouais, c'est petit. Je suis pas habituée au tout petit, hein. Ça me... Et Flora, elle est là. Comment ils sont nourris avec... c'est pas des biberons, je suppose? Non, c'est une sonde. En fait, c'est du gavage, j'appelle ça du gavage. C'est une sonde qui va dans leur estomac. Et ils ont du lait toutes les 2 heures. C'est vous qui vous occupez de Flora? Exactement. T'as la bougeotte, la petite choupette Flora. Je te laisse quand même la regarder, je suis un peu accrochée dessus. T'inquiète pas. Voilà. Et t'as pas le droit du tout de les toucher? Si. C'est un peu tout mou, non? Non, je sais pas. Non, c'est exactement comme nous en plus petit, mais... C'est impressionnant quand même. Hein. Quand on n'est pas habitué, oui. Ouais. Il y a des mamans qui osent pas les toucher. Ah, bien sûr, bien sûr.
Il y a des parents qui peuvent mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Déjà rentrés dans le service, il y a déjà des parents qui ont beaucoup de mal. Ouais. Ah ouais. Bonjour Flora. Oui. On va faire un câlin avec maman? « 1,215 kg. Je vous la mets un petit peu dans les bras? Oui. Hein? Regarde. Coucou. Et après ça, tu les laisses. Oui, bah, vas-y. T'as pas envie de les embarquer dans ton sac? Bah oui, mais bon. Mais qui reste là. Hein. Bah alors. C'est chou, hein. Là, vous faites quoi en fait? Alors là, en fait, je vais lui remettre sa sonde gastrique. Ça leur fait pas mal là quand on leur met ce truc-là? C'est désagréable. T'inquiète pas, moi je regarde pas les trucs comme ça, je suis pas... C'est désagréable surtout au moment où on la met, en fait. Là, vous passez par où? Par la bouche. Ouais, exactement. Regarde pas Aurélie. Non, non, moi. Tourne-toi, regarde les oiseaux dehors. Bon, donc là, c'est sûr, ils vont s'en sortir. Hein. Alors, on vous dira jamais que tout va bien en réanimation et c'est souvent le dilemme des parents qui nous demandent quand est-ce qu'ils vont sortir et si tout va bien aller. C'est un peu comme quand on va vous opérer, on vous donne une liste comme ça des complications qui peuvent arriver. Il y a des complications, effectivement, beaucoup qui peuvent arriver quand les enfants naissent prématurément. On a l'habitude, nous, de fonctionner au jour le jour. Donc, on va vous dire, depuis qu'ils sont nés, c'est très bien. Là, ils se débrouillent bien, donc on s'accroche à ça et on continue. Ça y est, fait. Ça te dirait de changer la couche ou pas? Je sais pas. Tu sais pas? En fait, j'aurais un peu peur de le casser, quoi, d'être trop brusque. C'est pas possible que vous le fassiez, en fait, parce qu'on réserve au niveau de la sécurité, c'est nous en fait, tous les parents. Et puis c'est vrai que c'est un moment de. Ça m'arrange. Voilà, ça veut dire. On ouvre les portes. Ouais. Et en fait, pour l'enfant, c'est hyper important d'avoir ce contact avec sa maman. Oui, pour les deux. Pour les parents, papa et maman, et puis l'enfant. Parce qu'en fait, il est près de son cœur. Donc le cœur, ça a été vraiment une mélodie pendant toute la grossesse. Donc du coup, c'est un rythme qu'il connaît bien. Tout est là. Toutes les émotions, toutes les sensations, et c'est... Pour vous aussi, c'est agréable, je pense. Ouais. Là, tu le caresses. Ouais. Voilà, les mains dessous. Ouais. Ils se chauffent l'un envers l'autre en fait. Lui surtout, il prend la charge de sa maman. Séverine, on vous voit très émue dans le reportage. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? L'intubation, hein, je crois. Ouais. Tous les tubes, le gavage, le système de gavage. Déjà, le mot, je trouve ça terrible. Et puis, c'est pas tellement la taille, c'est la maigreur des membres. Vous avez mesuré, c'est ça, hein? Oui, j'ai demandé, il y avait un mètre qui traînait, j'ai demandé à ce qu'on mesure la taille du pied et ça faisait 5 cm. On a l'impression qu'on va les casser, que, je sais pas, c'est... Vous êtes imaginé à la place d'Aurélie, la maman? J'avoue que pendant 48 heures... Enfin, le week-end qui a suivi le tournage, j'étais pas hyper à l'aise. Je regardais mes enfants en me disant heureusement qu'ils étaient gros à la naissance. Vos accouchements sont des bons souvenirs, les trois? Ouais, super. Il n'y a pas eu des conséquences désastreuses d'accouchement, épisiotomie, tout ça? Non, aucune. Pour l'instant, vous allez voir. Chantal Birman. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous allez voir. Vous êtes sage-femme. Oui. Alors, bon, on va dire quand même que la grande majorité des accouchements se passent plutôt bien. Oui. Mais parfois, les conséquences de l'accouchement sont désastreuses. Est-ce que les femmes sont informées?
Assez peu. Enfin, elles en ont... c'est comme quelque chose qui est de l'ordre d'une ambiance. Elles savent bien que ça va passer par là. C'est peu dit, c'est peu parlé. Ce sexe de femme est extrêmement visité, je dirais. Et ensuite, il va peut-être être coupé au moment de l'accouchement. Éventuellement, et on sait aujourd'hui qu'il y a des maternités qui coupent et des maternités qui ne coupent pas. Ouais. Le geste de l'épisiotomie, c'est-à-dire le fait de couper le sexe de la femme, est institution et praticien dépendant. Donc ça, c'est le fait de le dire, je franchis un tabou, là. Ouais. Et puis on sait très bien, médical. Maintenant, on a du recul d'ailleurs sur l'épisiotomie, pour savoir qu'il n'y a pas plus de déchirure avec que sans. Il n'y a pas plus de déchirure, pas plus de périnée complexe. Ça, c'est une honte. Et pas plus de périnée compliqué. Ouais. Docteur Dray, vous qui faites des épisiotomies, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes, histoire de vous mettre à l'aise, vous êtes gynécologue, obstétricien, chirurgien. On va essayer de faire un point sur tous les désagréments qui pourraient être évités, mais ceux aussi qui pourraient être réparés après l'accouchement. D'abord, un premier point, est-ce qu'il est normal d'avoir des fuites urinaires après un accouchement? C'est dans l'ordre des choses, on peut en avoir. Il y a un certain pourcentage de patientes après un accouchement qui peuvent avoir des fuites urinaires, même en fin de grossesse. On connaît ces pourcentages? Oui, ça a été évalué. Ça varie d'une série à l'autre, c'est entre 5-10% et 30%. Ah, quand même. Oui. Et à partir de quand faut-il s'inquiéter? Quand ça persiste. Au-delà de quand? Au-delà de 6 mois après, par exemple. J'ai envie de dire, pas éloigner les enfants, mais éloigner les hommes à partir de maintenant de l'écran. Ça va, vous êtes à l'aise avec les choses du corps, Non, Samuel? mais voilà, je ne suis pas spécialement préparé. Je suis assez sensible. Voilà, donc non, j'ai l'impression de participer. Là, maintenant, rentrer dans une discussion de femmes, vraiment une discussion de femmes auquel je n'ai jamais participé, auquel on ne m'a jamais préparé, parce que je ne suis pas du corps médical. Et puis voilà, donc on y va. Alors, c'est parti. Christelle, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez 35 ans. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Lors de votre 2e grossesse, vous avez vécu ce qu'on appelle une descente d'organes. C'est un terme qui est peu connu, et quand il est connu, il fait vraiment peur. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'ai eu un premier accouchement de notre première fille qui s'est très mal déroulé, avec les forceps, des déchirures, vraiment une catastrophe. On m'a dit qu'il n'y aurait pas d'incidence due à ça. Et j'ai donc décidé de faire un 2e enfant. Et à 3 mois de grossesse, en prenant ma douche, je me suis dit, mais il y a un truc qui dépasse, je suis en train de perdre de bébé, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Donc on est allé consulter en urgence un gynécologue qui m'a dit, c'est un prolapsus, c'est rare, surtout quelqu'un de jeune, j'avais 29 ans à l'époque. Écoutez, pendant une grossesse, j'en ai jamais vu. Vous allez rester couché et on va voir au jour le jour ce qui se passe. Donc vous expliquez ce que c'était qu'un prolapsus ou une descente d'organes? Je ne savais pas ce que c'était, j'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut descendre comme ça? Puisqu'en plus, enceinte, on se dit, mais c'est pas possible, le bébé va demander à s'en aller. Et vous êtes renseignée sur ce que c'était? Le gynécologue ne savait pas, enfin, c'est pas qu'il ne savait pas trop, mais il ne savait pas me rassurer par rapport à la grossesse. Donc il m'a dit, écoutez, il faut d'abord faire la grossesse, et vous avez un prolapsus, on peut très bien vivre avec. En principe, ça arrive souvent à la ménopause. Et écoutez, il y a des inconvénients à se faire opérer. Pour l'instant, vivez comme ça. Tant que vous voulez des enfants, puisqu'on en voulait au moins 3 ou 4, ne vous faites pas opérer. Faites toutes les grossesses dont vous avez envie et vous verrez après. Séverine, vous connaissiez la descente d'organes? À cet âge-là. Vous avez déjà entendu parler? Oui, chez les grands-mères. Ouais. Mais c'est quelque chose que vous visualisiez? Non. Et vous, Samuel? À partir de quel âge? Elle va sculpter sa femme ce soir. Vous avez déjà entendu parler de ça? Alors, l'accouchement s'était mal passé. On va demander au docteur Dray. Attendez, parce que 11 femmes sur 100 pourraient souffrir au cours de leur vie d'une descente d'organes. C'est énorme. Qu'est-ce qu'est exactement la descente d'organes? Descente d'organes, il y a un point faible à l'enceinte abdominale, c'est la fente urogénitale, c'est-à-dire le vagin, clairement. C'est le point faible, il n'y a pas de musculature solide qui soit complète à cet endroit-là. Oui, c'est ouvert, oui. C'est ouvert. Heureusement. Donc, en cas de relâchement des structures de soutènement et de soutien, de suspension de l'utérus, de la vessie, du rectum, ces organes peuvent descendre à travers cet endroit de faiblesse.
Donc ils descendent dans le vagin et ressortent Ils descendent dans le vagin et ils se déroulent par l'intermédiaire du vagin. Donc on a en fait le vagin qui se déroule, qui fait une bosse, et c'est la vessie ou le rectum qui pousse en avant ou en arrière, voire l'utérus qui descend au milieu. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance si on a une bonne qualité musculaire Non. Ah non, c'est la surprise. C'est pour ça, c'est vraiment... Tout ça, ce sont les accouchements qui sont les pourvoyeurs des prolapsus. D'ailleurs, on peut dire que... Il y en a plus chez les femmes qui ont accouché que... C'est quasiment la totalité. Il y a 1% des prolapsus seulement chez les femmes qui n'ont jamais accouché. Ça se voit de l'extérieur? Ça peut se voir de l'extérieur, oui. Les jambes écartées, on peut voir quelque chose qui sort entre les cuisses, oui, effectivement. Jusqu'où? Jusqu'à 8-10 cm au maximum, dans les cas les plus extrêmes, oui. C'était votre cas, Christelle? Ça ressortait de 4-5 cm, oui, à la fin, quand j'ai décidé d'aller être opérée. Et votre mari l'a vu? Non, je n'ai jamais montré à personne. Alors, je vais rentrer dans des détails un peu intimes, mais comment vous faisiez-vous pour avoir des rapports sexuels? Ça ne changeait absolument rien. Ben, il voyait. Non, parce que dans la position assise ou allongée... on rentre. C'est réintégré en position couchée. Éventuellement, la femme peut elle-même réintégrer la descente d'organes et c'est pas visible. C'est très, très impressionnant. Christelle, oui, mais il y a une question. Donc, ce que je crois comprendre, c'est que ça s'opère, mais lorsqu'on ne veut plus d'enfants. Voilà. Parce qu'on ne veut plus avoir d'enfants. Oui, ça peut s'opérer avant, mais il vaut mieux être arrivé à la fin de ses grossesses parce que la qualité de l'intervention est remise en cause, ne serait-ce que par une grossesse et encore plus par un accouchement. Christelle, vous avez attendu combien d'années avant de vous faire opérer? 5 ans. 5 ans, puisqu'on voulait 3 enfants. Donc vous avez fait vos 3 enfants? J'ai fait mes 3 enfants et après j'ai pensé un petit peu plus à moi. Et alors, depuis l'opération? Depuis l'opération, c'est le paradis. C'est vrai? Bah oui, c'est retrouver un corps tout neuf, c'est ne plus avoir à penser, à se dire j'aimerais aller à la piscine, je ne peux plus. Maintenant, j'y cours à la piscine. C'est pris en charge par la sécurité sociale? Oui, ce sont des interventions qui sont prises en charge. Bah c'est ça qui est fou, quoi. Pourquoi? Mais que ça ne sache pas. Ah, non, pas que ça soit pris en charge. Non, pris en charge par la sécurité. Ce qui est fou, c'est qu'autant de femmes soient touchées, que ça ne se sache pas. C'est vrai qu'une des questions qu'on me pose assez souvent, c'est « Et docteur, ça va être pris en charge par la sécurité sociale ?» C'est-à-dire que c'est pas un étonnement presque quelque chose qui soit... Parce que ça peut se rapprocher pour certaines un peu d'une chirurgie réparatrice, esthétique du périnée et de la région vaginale et vulvaire, mais bon. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Christelle, pour avoir témoigné. Ouais. Samuel, alors, vous vous sentez bien? Oui, très bien. C'est bien d'être un garçon, non? Oui, après une émission comme celle-là, oui, non. Évidemment. Est-ce que votre fils a été allaité ou pas? Ou c'était biberon? Non, il a été allaité. Bon, donc effectivement, chaque fois qu'on accouche, ensuite on se pose la question, sein ou biberon. Ce débat déclenche des passions entre pro et anti-allaitement. Mais lorsque l'allaitement se prolonge au-delà d'1 an, voire plusieurs années, c'est la société occidentale tout entière qui est choquée. C'est une enquête au cœur du tabou de Sonia Crozier.